Madame, Monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de nous retrouver sur Equinox Télévision. Nous démarrons cette nouvelle semaine avec le cœur serré puisqu'il y a 2 ans, nous sommes le 3 juin 2019, le 3 juin 2017, il y a 2 ans, le Cameroun connaissait quelque chose de très grave puisqu'il y avait cette inscription « Je suis dans l'eau » de Monseigneur Mbala qui était évidemment la risée de tout un pays. Et donc ce matin, nous nous rappelons de cette mémoire de Monseigneur Mbala, évêque de Bafia, il y a 2 ans. Ce qui se passe, c'est qu'il y a actuellement beaucoup de choses qui se mettent en relation avec cette disparition tragique de l'ancien évêque de Bafia, puisque évidemment la dépouille mortelle de Martin Belinga Eboutou continue à faire des remous. On sait que le Vatican a fait son veto pour que la dépouille mortelle de Belinga Eboutou ne soit pas donc exposée dans l'une des basiliques de la ville de Yaoundé, que ce soit à Cathédrale ou que ce soit à Envolier, et actuellement même dans son village à Kinzok. Les questions se posent si oui ou non sa dépouille sera exposée, puisque l'Église dit clairement qu'il a fait obstruction à l'enquête pour déterminer la mort de Monseigneur Mbala. C'est Jeune Afrique qui nous le dit depuis ce week-end. On voit très bien que là encore, il y a beaucoup de choses à décrypter. Est-ce que Monseigneur Mbala est mort par noyade, comme il avait été indiqué par Interpol à l'époque, ou simplement Monseigneur Mbala a été assassiné, comme l'avait dit l'Église catholique ici au Cameroun? Ce qui est certain, c'est que cette actualité continue à faire parler, et on voit très bien qu'il y a un vrai malaise entre ceux qui pensent qu'il faut oublier, qu'il faut pardonner, même si on peut reprocher à quelqu'un des choses, et on peut le pardonner parce qu'il est mort, on peut lui pardonner parce qu'il est mort, et on peut évidemment faire table rase de ce qu'il a fait sur terre, parce que l'Église a vocation à pardonner, l'Église a vocation à atteindre les cœurs, l'Église a vocation à cultiver la tolérance. C'est cela que beaucoup avancent comme argument actuellement entre ceux qui sont les pros ou anti sur cette question malheureusement désastreuse pour le Cameroun. On pense également aux finances dans ce pays, puisque le budget de l'État 2019 a été augmenté. On passe de 4 850 milliards de francs CFA à 5 212 milliards de francs CFA. Le chef de l'État a donc pris une ordonnance pour modifier cette loi de finances 2019. On voit très bien que là encore, il y a une augmentation de recettes, et de nombreux journaux ce matin parlent d'une action positive menée par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, même si on y voit quand même un manque de planification, un manque de jugeote lorsqu'il fallait en 2018 concevoir ce budget au Cameroun qui fonctionne toujours comme on le voit en navigation à vue. Madame, Monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de nous retrouver. Vous comprendrez que les marches du MRC ou encore la Sonara, nous n'en parlerons pas beaucoup en tout début de ce programme, parce qu'on fera tout un gros dossier tout au long de cette émission sur ces deux actualités. D'abord, vous, Monsieur Bachou Chalamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Eric Fopoussi-Nego. Voilà, votre silence, il est parleur, un silence assourdissant. C'est bien cela. Pourquoi vous êtes calme ce matin, Monsieur Bachou? Qu'est-ce qui vous arrive? Victor Hugo disait, devant la bêtise humaine, plutôt que de pleurer, rire en vaut mieux, ou se taire et observer. Devant la bêtise humaine, dites-vous, on peut vous comprendre, parce qu'on sort d'un week-end tragique, difficile, avec encore des Camerounais qui ont été, on le voit bien, arrêtés, incarcérés pour avoir marché. Il y a également cette situation catastrophique à la Sonara. On ne peut qu'avoir le cœur serré. Le Cameroun avance et ne fait que multiplier les mauvaises nouvelles à mauvaises nouvelles. Également sur le plateau ce matin, vous, Florazé, votre coiffure est parlante. Bonjour et bienvenue. Merci Eric Fopoussi, bonjour. Bonjour à vous sur le plateau, bonjour à nos millions de téléspectateurs. Vous avez parlé d'un week-end très agité, mais incertain aussi pour certains parents. C'est notamment ce lundi que débutent les premières épreuves du brevet d'études primaires. Je rappelle que certains parents, encore jusqu'à l'heure où on parle, n'étaient pas certains justement du démarrage effectif de ces premières épreuves écrites, notamment pour la session, en tout cas pour la spécialité bilingue. Donc certains parents, même dans les taxis, ont dû descendre pour aller justement raccompagner leur fils dans les différents centres. Mais on a également eu un communiqué qui, hier soir, précisait véritablement que les cours, en fait, les épreuves allaient démarrer dès cette matinée. C'est un estime qui a encore un peu de légèreté
dans le système éducatif camerounais. C'est à revoir pour les prochaines éditions. Dans le cas de la revue des réseaux sociaux, vous l'avez dit, on parlait de politique avec justement les marches du MRC, on reviendra avec la Sonara et bien sûr avec cette découverte macabre. À Koto, on est dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. Il y a de la matière, Eric Fopoussi, pour ce lundi. On revient également pour ce que les internautes pensent de toute cette actualité. Voilà. Et pour la Sonara, on a des informations tout à fait exclusives. De nombreux techniciens nous ont parlé off de ce qui s'est passé réellement vendredi 31 mai 2019. Alors, Florazé, merci à vous. Je vous dis merci. Je dois également vous rappeler qu'à 11h05, c'est le rendez-vous de votre revue des réseaux sociaux. Voilà, votre regard sur les réseaux sociaux, évidemment. C'est vous qui l'assumez, en réalité. Florazé, évidemment. Alors, je rappelle également sur le cas du fer, parce que beaucoup pensaient que ce jour serait pont, parce que, imaginant que le ramadan sera demain mardi, mais ce n'est pas le cas. Ce sera plutôt mercredi, donc journée de travail pour ceux qui pensaient qu'ils resteraient à la maison aujourd'hui. Voilà, c'est pas donné. Et donc, du coup, conséquence, le BEPC commence ce lundi. Comme vous l'avez dit. Voilà. Également sur le plateau ce matin, madame, monsieur Bombok Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Fopoussi Negou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. 2 ans après, je salue la quiétude qui règne, mais également, je comprends le diocèse de Bafia qui refuse d'oublier Monseigneur Bala. Il le salue. Surtout, l'intervention de l'abbé Jean-Aimé Amougou Mbala. L'autre, c'était Monseigneur Bala. Mais lui, c'est Mbala. Il a dit, je le cite, les faits sont têtus. L'évêque a été enlevé, séquestré et violemment assassiné. Fin de citation. Donc, à ce moment-là, le diocèse va continuer à pleurer son évêque et surtout à demander la vérité sur les circonstances de son assassinat. C'est la vérité qui va libérer le cœur de ce dossier. Doit-on faire un lien avec ce qui se passe actuellement avec la dépouille de Martin Bilinga Eboutou? Absolument, puisque c'est le Saint-Siège qui a parlé. Il a dit que sa dépouille ne doit pas être accueillie dans les cathédrales, notamment à Yaoundé, sûrement dans les paroisses, même ailleurs. Il faut faire un lien. Le Saint-Siège dit qu'il a obstrué, qu'il a fait obstruction à la manifestation de la vérité. Donc, par rapport à ça, il faut faire un lien. Donc, pour l'Église, n'est pas est-ce que le Saint-Siège Bombok, sans sérieux, c'est l'Église catholique qui doit prôner le pardon, qui doit, d'ailleurs là-bas, même d'ailleurs, on se confesse et on pardonne les péchés aux humains, aux pécheurs. Oui, absolument. Mais l'Église catholique est rattachée à Christ. Christ lui-même n'a pas pardonné les 2 brigands qui étaient à côté de lui quand il mourait. Il a pardonné un seul. Et pourquoi n'a pas pardonné l'autre? Parce qu'apparemment son cœur était dur. Moi, je ne connais pas la théologie, je ne connais pas vos choses. Mais donc, vous donnez raison à je donne raison à l'Église catholique romaine pour avoir pris cette décision et même au Saint-Siège. D'accord, en tout cas, c'est son veto. On pardonne ceux qui demandent pardon. Voilà. Bon, c'est rare quand vous voit en connexion avec l'Église catholique. C'est la vérité qui libère. Moi, j'ai prêté serment pour être la justice et la vérité. D'accord. Mais quand même, c'est malheureux pour la dépouille de ce haut commis de l'État, ancien directeur du cabinet civil à la présidence de la République, mais également ambassadeur et tous les postes importants qu'il a occupés dans ce Cameroun. C'est tout à fait déplorable que l'on en soit là, à vivre cette situation inconfortable. Voilà, puisqu'on parle d'inconfortabilité, nous vous appelons la confortabilité, à être confortable où vous êtes assis, mesdames, messieurs, parce qu'on va démarrer le programme de ce matin avec la première rubrique, lundi 3 juin 2019, avec vous, Dominique Audrey Oyengelek. Voici l'histoire du jour. Bonjour. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à notre plateau et à vous à la maison. J'ai été abordée il y a quelques jours par Michel. Michel, c'est une femme qui s'est mariée légalement il y a 5 ans avec monsieur Adalbert. Sauf qu'il y a quelques jours, oui, son beau-père est mort. Le père de monsieur Adalbert est décédé. Celui-ci était notable et puisque Adalbert est le fils unique de son père, il a dû succéder à celui-ci. Il devient par conséquent notable à son tour. Le papa de monsieur Adalbert, lui, a laissé des préceptes, des conditions pour son fils, des conditions selon lesquelles son fils devait être polygame et devait rentrer au village.
Pourquoi vous souriez quand Michel. vous dites ça? Michel, Ça parce que fait je me mets à sourire? la place de Michel. Non, justement pas. Ah non. Michel est révoltée. Oui. Michel est révoltée parce qu'elle ne comprend pas. Son mari et elle sont mariés sous le régime monogamique. Très bien. Elle ne sait pas par quelle alchimie il va se faire la polygamie. Et d'abord, elle n'est même pas d'accord. Michel dit qu'elle n'est pas prête à partager son mari avec qui que ce soit, et encore moins de rentrer au village. Elle ne veut rien entendre. Maintenant, elle a besoin de conseils. Elle ne sait pas si elle doit simplement divorcer, se séparer de son mari ou accepter la polygamie. Elle a besoin de vos conseils. D'accord. L'histoire de ce matin, contée par Dominique Audrey Oyengelek, qui sourit quand il raconte l'histoire. Hein. Ça veut tout dire. En réalité, il me semble qu'il y a un pays en Afrique qui a fait l'objet d'une actualité tout récemment liée à la polygamie. La Guinée-Conakry, du président Alpha Condé, pardon. Alpha Condé. D'ailleurs, pour faire une parenthèse, Alpha Condé qui semble nous décevoir parce qu'il veut modifier lui aussi la constitution pour se représenter pour un troisième mandat. Ça devient en Afrique une contagion sur ce continent. Bon, bref, c'est une parenthèse. Donc, Alpha Condé, le pays d'Alpha Condé, la Guinée-Conakry, qui a donc tout récemment sorti une loi sur la polygamie. Et dans cette loi, qu'est-ce qui est dit? Il est simplement dit que désormais, pour qu'un homme prenne une deuxième femme là-bas, ça doit être avec le consentement express de la première femme. Donc, il y aura le consentement express. Ce n'est pas un consentement, on dit, oh, il y a un acte écrit, signé devant une autorité judiciaire qui montre que cette femme-là a autorisé que vous preniez une deuxième femme. Alors, beaucoup de gens, on va dire, applaudissent cette mesure. Je ne sais pas pourquoi. Les femmes notamment. Je ne comprends pas pourquoi on l'a applaudi, mais ça pose un réel problème parce que les femmes sont désormais hantées par l'éventualité de partager leur époux avec une autre femme. On se pose la question de pourquoi aujourd'hui c'est comme ça, et pourtant avant nos mamans acceptaient bien volontiers sans souci. D'ailleurs, dans la tradition africaine, c'est la première femme qui allait justement dans l'accompagnement et qui avait un pouvoir dans la prise de décision de prendre une deuxième épouse. Donc voilà, malheureusement, ce n'est plus ça. Les femmes sont devenues comme elles sont. Flora Zé, d'ailleurs, en chef de file de cette brigade qui se bat contre toutes ces choses-là. Alors, j'ai de la peine à choisir qui commence ce matin. Hein. Vous comprenez pourquoi? Mais je commence par vous, Flora Zé, parce que c'est un sujet qui vous touche particulièrement. Alors... non, il y a les traditionnalistes. Non, mais écoutez, il s'agit d'une femme. Sur le plateau. Non, c'est une femme qui se plaint. Non, elle dit qu'elle ne veut pas que son mari, bien que notable, malgré les prescriptions, les dernières volontés de son père, que son mari prenne une deuxième femme. Elle le dit. Elle n'est pas en train de blaguer. Oui, mais l'histoire est claire. Je crois que j'ai bien entendu l'histoire ce matin. Mais est-ce que ils sont mariés sur quel régime? Monogamique. Mais il faut pousser. Soit on est prêt, soit on n'est pas prêt. Bon, peut-être le monsieur n'a pas été très bien initié. Est-ce que c'est raisonnable quand même? Raisonnable pour qui? La vie, c'est un choix. Est-ce que c'est raisonnable? Non, la vie, c'est un choix. Chacun décide de sa vie. Chacun décide sur son futur, son avenir et tout. La base de l'histoire nous dit quoi? Le monsieur est sous quel régime quand il a connu sa femme? Avant de connaître sa femme, forcément, il sort d'une famille. Pourquoi n'a-t-il pas écouté, par exemple, les dernières paroles de son père? Ça veut dire que forcément, quelque part, il avait ses propres ambitions, ses propres choix, ses propres pensées, ses propres idéaux. Il a décidé d'épouser une seule femme. Donc maintenant, du jour au lendemain, sous des pressions peut-être traditionnelles, culturelles, il dit à sa femme, vraiment, il faut qu'on change et tout. Je ne sais pas si on peut se réveiller un beau matin et changer le cours d'une vie comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Oui. Non. Même quand vous voulez... Qu'est-ce qu'elle perd? Non, je dis que ça ne se passe pas comme ça. Vous savez, moi, par exemple, je suis contre la polygamie. Mais je ne dis pas que ceux ou celles qui vivent dans la polygamie sont malheureuses, quoi que ce soit. Il y en a qui vont vous dire qu'elles sont heureuses dans leur... Et moi, je dis toujours, quand vous choisissez justement de vivre dans la polygamie, il faut accepter... Oui, il faut accepter le quotidien d'une vie polygamique. Comme il faut également accepter le quotidien d'une vie monogamique. Non, la vie, c'est un choix. Alors, pour ce matin, même quand il faut changer,
Même quand il faut changer son quotidien, vous n'êtes plus seul, vous ne vivez plus pour vous dans un couple, vous êtes deux. Mais maintenant, l'homme doit donner ses raisons. Mais il a donné ses raisons. Quelles sont les raisons? Non, et il faut pousser. Il vous dit que on n'est pas en train. Il a succédé, il est notable désormais à son Mais à son ça veut père, donc dire que son initiation a raté. Et que le règlement intérieur voilà, exige qu'il prenne d'autres femmes. Vous savez, il faut pousser. C'est pendant le mariage, après le mariage, ou c'est pendant l'initiation que le garçon ou bien le jeune homme est voué justement à la polygamie. Il faut qu'on fasse très attention. Soit ce monsieur n'a pas été très bien initié, soit dans la famille il y a un peu de désordre et tout. Non, non, vous ne comprenez pas. Est-ce que c'est au départ? Parce qu'il a signé monogamie au départ. Il dit que c'est après, c'est l'avènement de la mort de son père. C'est vous qui voulez transformer. C'est vous qui voulez transformer l'histoire du jour. Moi, j'ai très mal. C'est après la mort de son père. Oh là là, mon Dieu, vous l'aurez dit. Qui lui succède puisqu'il est le seul fils de son père. Non, c'est ce que je veux dire, c'est que, oui. Donc, au départ, non. Ce garçon vit où? On n'est pas quand même... Est-ce qu'il a, je veux dire, vécu hors des règles traditionnelles et culturelles? Dites-le moi, parce que à chaque fois qu'on nous raconte les histoires, on n'a pas de détails. Et je ne veux pas être radical. Oui. Permettez-moi de continuer. Je pense que vous n'avez aucune raison objective. Non, je crois ce matin. Non. La femme ce matin a le droit de s'opposer. Sauf qu'il faut que le monsieur nous donne des raisons. Non, ça c'est un peu trop banal, c'est trop facile. On voit des hommes ici selon le titre. Et comme je crois que j'écoute bien Chalamel et moi sur ce plateau. L'initiation ne se fait pas du jour au lendemain. L'initiation au mariage ou à la vie polygamique, et surtout quand vous sortez d'une famille royale, c'est que vous savez déjà que quand votre papa va mourir, ou votre oncle, ou quoi que ce soit, vous savez déjà que vous êtes disposé à être notable, à être roi, à être chef. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on crée une histoire et on vous met devant le fait accompli. Bon, maintenant que c'est... Soit on est dans une famille désordonnée. Maintenant que c'est là, on fait comment? Maintenant que c'est là, on attend. On ne met pas la femme devant le fer, comment ça dit vraiment, commence à te préparer pour avoir une... Non, on attend et on en parle avec sa femme. Durant des années même, pourquoi pas? Alors, vous terminez. Alors, bon, ben, qu'est-ce que vous répondez à cette femme ce matin qui s'oppose catégoriquement à ce régime de polygamie? Non, mais qu'elle demande le divorce, qu'elle parte. Il n'y a pas de négociation à faire avec elle. Il n'y a pas. Elle venait chez un enfant qui est garçon unique. Il savait bien que son mari pourrait un jour... sauf que sur le plan juridique, on peut venir... Le divorce sera plus compliqué. J'ai un de mes parrains, Bombo, qui a eu ça. Je ne vais pas citer son nom ici. Il a la 3e épouse aujourd'hui. C'est la première épouse ayant vu les engagements du règlement intérieur, comme vous avez dit. Elle est allée elle-même saisir le tribunal premier instant pour demander le changement du régime matrimonial. Elle est venue dire à son mari que non, bon, maintenant... Voilà une mais bonne là, c'est femme. différent. Non, voilà une bonne femme. Non, c'est vous qui êtes allé à l'école alors. Oui. Ça doit donc être... C'est vous qui savez lire les choses qui se passent. Donc, ça veut dire que vous refusez de réfléchir avec un pan du cerveau, vous réfléchissez uniquement avec l'autre pan, ce n'est pas normal. Et ça revient à ce que vous avez dit tout à l'heure. Oui. Voilà, le président guinéen, rappelez-vous, il était l'ancien président de la Fédération des étudiants d'Afrique noire francophone de France, la FENAF. Voilà quelqu'un qui va amener son pays dans la dérive parce qu'il est resté, alors qu'il était pour la décolonisation du continent. Voilà comment il devient occidentalisé, commence à apporter des choses et d'autres. Alors qu'à côté, les femmes kenyanes ont défilé pour exiger la polygamie au Kenya. J'ai évité ça. Hein? Non, évitez si vous voulez. Les femmes kenyanes ont défilé et Flora Cessa, elle est au courant. Je ne sais pas si pour réclamer la polygamie, elles ne font que ça. C'est pour cette raison que nous vous disons toujours que malgré ce que vous appelez telle tribu, l'Afrique, c'est un arbre qui a des branches. Donc nous avons un même socle culturel. C'est la polygamie. Un Africain qui épouse, moi-même je serai polygame. Et mon épouse a la latitude de choisir, elle a la latitude de choisir elle-même. Si elle ne choisit pas, le jour où je vais choisir ce que vous appelez. Oui, elle peut attendre. Ça veut dire donc qu'elle doit elle-même commencer à regarder à gauche et à droite pour savoir que bon, quelle est la petite quand je vais atteindre un certain âge qui va accompagner mon bon pour faire pipi, c'est comme ça que ça doit se faire. Bon, vous ne le faites pas. Un jour, ça vous arrive, après vous allez mettre les mains sur la tête en disant non, vraiment,
Non, mais c'est pas ça. bon, pour vous, comment vous fait à expliquez, confiance. là je veux interroger le sociologue et l'anthropologue qui est en vous, comment expliquez-vous cette, on va dire, cette hype, cette contradiction, ces combats contraires, ces gens qui montent au créneau de plus en plus violemment pour dire non à la polygamie? Pour vous, c'est dû à quoi? C'est l'individualisme, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. C'est peut-être difficile à dire, mais ils ne savent pas. C'est-à-dire que l'individualisme nous a amenés à des dérives, à des déviances. Oui. Moi, je les ramènerais, Madame Bergeret, qui vit encore. Oui. Comment Elle est blanche. une femme blanche accepte, oui, on dit elle a accepté, mais elle vient, elle s'intègre. Et son intégration fait que elle intègre même les cercles initiatiques. C'est un cercle initiatique qui, au départ, contrairement à ce qu'on vous apprenait à l'école, était fermé pour les gens qui ne sont pas de clan. Et Mme Bergeret n'est pas connue pour être une piètre personne. Voilà. C'est une intellectuelle de Et haut vol. elle enseigne maintenant la langue locale à tout le monde, y compris à celles qui sont monogamiques et qui ne veulent pas que quelqu'un... C'est elle qui enseigne la langue locale à leurs enfants. Voilà. Vous enseignez le Mendumba à leurs enfants qui sont restés en ville. Bon, vous Voilà. voyez, donc en fait, essayons, je dis ça à mes filles, Oui. comme le cas de l'histoire qui nous concerne aujourd'hui, Oui. qu'elles restent tranquilles. Oui. La première, je veux dire, l'option qu'elle peut prendre vivement, c'est Oui. qu'elle accepte que les autres femmes viennent, même s'il n'y a pas d'acte de mariage. Mais- Parce que dans la chefferie, même le roi Mohamed VI a pris toutes les femmes que Hassan II a laissées, sauf sa maman. D'accord. Sauf sa maman. Même s'il n'y a pas d'acte de mariage. Oui, même s'il n'y a pas d'acte de pour vous. mariage. Bon, C'est tout. dernière question L'acte pour de vous. mariage sert à quoi? Bon, Puisque dernière- la femme n'hérite rien en fait. Bon, écoutez, moi je vous en prie. C'est très oui. grave, Bon, ça. c'est très grave. Pas parce que c'est habitué à distraire les gens ici. Non, Ne vous laissez je pas veux bien distraire. comprendre. Alors, je vous pose la troisième question. Et là, elle est fondamentale. Vous comprenez pourquoi je tiens à ce que vous y répondiez avec un peu plus de sérieux. Pas que vous n'êtes pas sérieux, mais est-ce que vous comprenez ceux qui, du fond de leur cœur, qui ont subi le régime polygamique avec ce que ça comporte comme sorcellerie, comme Violence. trafic d'influence, comme rivalité parfois, on va dire, mortifère. Est-ce que vous comprenez ces gens qui estiment qu'une femme estime que lorsqu'elle va accepter une deuxième femme, peut-être que cela viendra avec des habitudes et qu'elle pourra peut-être tuer ses enfants? Absolument. Parce que ça existe ça aussi. Oui, je les comprends. Oui. Tout comme ce week-end, j'ai eu à gérer les trucs de veuvage comme ça. Je les comprends, la sorcellerie existe. Oui. Et il y a eu des rivalités qui ont détruit des familles par rapport à ça. Ça existe. Oui. Mais nous leur disons, ça a commencé comment? Et quels sont les procédés de régulation ou alors de gestion de ces crises-là? Oui. C'est quoi? Ça a commencé avec l'arrivée de l'église chrétienne chez nous. Et à ce moment, on demandait aux parents de choisir une femme avec qui ils iront prendre les sacrements. Ça a causé des remous au sein de la famille. Et là, certaines personnes n'arrivaient pas à rétablir l'équilibre familial qui était au départ. On disait, n'est-ce pas, il a choisi sa bien-aimée et tout. Donc, et effectivement, elles allaient ici et là. Alors que nous, dans notre dualité, je ne pouvais pas m'offusquer du fait que mon cousin a fait un enfant dans mon lit. C'était d'ailleurs connu. D'accord. Que ma madame, parce que précise, bon, elle allait avec mon frère, elle allait avec ceci, ça rétablissait, ça restait là. Maintenant, Les secrets de famille. Oui, absolument. Ça restait là, ça Oui, régulait. Florence Donc fait comme aujourd'hui, si, on d'accord. comprend. C'est pour cette raison qu'on leur dit donc, si ça arrive, les méthodes de régulation au sein de la famille vont amener cela. Et c'est d'ailleurs, samedi, je l'ai dit à la veuve là, parce que la question, c'est à peu près la même question que vous m'avez posée tout à l'heure. J'ai dit à la veuve, bon, du vivant de votre mari, vous avez eu à flirter avec qui de ses frères? Il m'a dit avec l'autre. Donc j'ai donc pris la charge de dire à ce monsieur que, bon, comme elle va terminer ses rides de veuvage, il faudrait savoir. Bon, on ne peut pas parler de nom parce que tu es marié et tout. Je demande aux veuves qui l'entretiennent de commencer des pourparlers pour lui dire que prochainement, son mari aura 2 femmes. Donc la veuve de son frère et elle.
D'accord. Donc c'est comme ça que on régulait ces choses-là, de telle manière que, bon, elle va faire des remous. Oui, mais c'est comme ça que c'est un point très important parce qu'il y a beaucoup d'hommes. Ça évite donc d'aller faire des marabouts par-ci, de jeter des sorts aux uns et aux autres. Voilà, absolument. Je dis bien que mais je les comprends et votre question est fondamentale. Ce que vous dites est très important pour ceux qui nous regardent sur les veuvages et ces petits frères ou grands frères ou cousins qui récupéraient les femmes de leurs défunts frères. Voilà. Parfois, ils avaient choisi d'être monogames, mais pour des raisons, on va dire, d'État, permettez-moi de dire ça comme ça, pour des raisons d'État, ils étaient obligés de vivre une polygamie en prenant dans leur compte l'épouse veuve de leur frère. Et on les trompe à l'école en disant qu'on exige. Oui. Plus ce cas, si je ne vais pas citer le nom, c'est elle-même, du vivant de son mari flirté. D'accord. Et comment conserver le sang de la famille? Très bien. Puisque la veuve qui est là, qui va terminer ses rites de veuvage dimanche prochain, bon, elle va encore accoucher. Elle est dans les possibilités d'accoucher. Elle dit, je reste. Et il faut appartenir à la famille de réguler pour qu'il n'y ait pas de pratiques d'autres. Alors, Monsieur Batchoucha Lamel, j'espère que le silence que vous vous êtes imposé au début de ce programme, on va le briser là maintenant, parce que je voudrais vous demander une question. Elle va vous sembler un peu attentatoire, je pourrais vous le dire tout de suite comme ça, elle vous semblera attentatoire. Est-ce que le fait que ce monsieur demande aujourd'hui la polygamie et qu'il ait signé par avant un régime monogamique, est-ce qu'on peut lui imputer ça comme étant une faute? Est-ce qu'il n'aurait pas dû au départ anticiper qu'il serait dans une posture de notable demain et prendre ses précautions? Savait-il qu'il serait successeur? Il est fils unique. Savait-il qu'il devait être successeur? Parce que dans le monde des occidentalisés, désormais, on a confié une part de responsabilité à la femme. Donc, ça pouvait être l'une de ses sœurs, M. Eric Fopoussi, qui pouvait hériter. Le savait-il? Je suis contre ce que vous avez dit, M. Eric Fopoussi. Sur 100 cas de polygamie, on a 80% de réussite et seulement 20% d'échec. Non. Je dis 80% de réussite et seulement 20% d'échec. Et vous qui vous placez tout le temps pour dire la polygamie est montée, la polygamie est descendue, vous êtes des occidentalisés parce que vous ne maîtrisez rien à la notion de la polygamie. Si vous avez lu le principe, l'art de guerre, l'art de la guerre, le livre de Sun Tzu, l'art de la guerre, vous comprendrez ce que c'est que la polygamie. Vous comprendrez l'esprit de la polygamie, M. Rifopoussi. C'est tout un autre domaine. De la même façon qu'on ne peut pas nommer, on ne peut accéder à de hautes fonctions républicaines que certaines personnes, après une enquête de moralité, histoire de savoir est-ce qu'il est marié, est-ce qu'il a des enfants, comment est-ce qu'il gère son foyer, comment est-ce qu'il gère, on a toutes ces enquêtes, on veut le savoir. Et même dans la tradition, la polygamie avait sa place, M. Rifopoussi. Lorsqu'on parle de grandes familles à l'Ouest Cameroun, que ce soit à l'Ouest Cameroun, que ce soit dans le littoral, que ce soit, c'est des familles à la descendance nombreuse. Parce qu'il y avait un souci de l'occuper par une certaine époque, d'occuper les différents espaces. Vous ne pouvez pas venir aujourd'hui nous dire, les jeunes filles occidentalisées avec, que la polygamie allait à gauche, la polygamie allait à droite. Eh bien, laissez la polygamie. Ne parlez pas des choses que vous ne comprenez pas et vous ne connaissez pas. Laissez ceux qui sont dans la polygamie, qui vivent la polygamie, vous raconter l'histoire de la polygamie. Et là, en plus, je vais vous dire, M. Rifopoussi, la femme est comparable à un royaume. Et vous savez qu'un royaume a plusieurs. Il y a des diversités, il y a toutes les ambiguïtés, toutes les contradictions. Alors, il faut pour un homme qui va accéder à une fonction, à une haute responsabilité traditionnelle, savoir gérer les différentes contradictions. Et la femme en état. On dit, dans le langage des occidentalisés, qu'une femme égale un problème, deux femmes, deux problèmes. Si vous réussissez à gérer deux femmes, vous pouvez gérer tout un royaume, M. Rifopoussi, tout un groupement, aussi facilement et aussi simplement. Donc, à ce niveau, M. Rifopoussi, il faut vous dire que ce garçon n'est qu'en face de ses responsabilités. Son père, en le disant, je le comprends quand son père dit qu'il doit être polygame. En fait, la polygamie, c'est que cette famille a une alliance. Il y a plusieurs familles qui ont des alliances. La mienne même a des alliances, M. Rifopoussi. Pourquoi? Parce que dans le principe d'installation, dans le principe d'extension de terre, dans le principe de protection du royaume, il y a eu des guerres qui ont été livrées. Il y a eu des combats qui ont été livrés. Et il y a eu à un moment donné, ce qu'on appelle l'application des 7 rites de Ndop. Il y a eu l'application où on s'est assis pour dire on fait la paix. Et l'une des premières clauses pour dire qu'on ne se fera plus jamais la guerre, c'est les femmes.
on prend des femmes. C'est la raison pour laquelle lorsque vous allez voir des chefs qui sortent du Lakam après un temps d'initiation, on porte 5 femmes, 100 femmes, 200 femmes, combien j'étais à la chefferie de plusieurs villages. Chaque chef, là, si vous entrez dans toutes les chefferies, toutes les femmes ne sont pas celles du village, c'est les alliances. Chaque roi envoie 2 de ses filles en mariage. C'est ça. Donc, le principe de la polygamie peut obéir à cela, au respect de l'alliance qui avait été faite à l'époque par ses pères. Ça peut être le premier point. Le deuxième point, ça peut être qu'il s'est rendu compte que son fils a perdu ce qu'on appelle la notion des repères, monsieur le traditionnel. Il se dit, ce gars est en train de se perdre. Il faudrait que ce gars soit initié. Peut-être la femme, il s'est rendu compte que la femme avec qui il vit l'éloigne. Parce qu'on a des femmes qui vous éloignent. La preuve, on a vu des femmes converties, des chefs. On a vu des chefs, la chefferie traditionnelle, des convertis réussir. Des chefs qui n'ont pris qu'une seule femme se faire convertir par des femmes au pentecôtisme. On a vu des chefs abandonner la chefferie. Il aura fallu qu'on frappe pour les faire revenir. Non, mais c'est une aberration. Non, monsieur, il faut pousser. Non, c'est ça une femme. C'est ça une femme. C'est ça, un chef qui est converti au Il y en a 4. christianisme. Il y en a 4 qui ont abandonné la chefferie, monsieur, il faut pousser. Pas de chrétiens? J'ai dit abandonner la chefferie jusqu'à brûler même tout ce qu'il y avait à l'intérieur. J'ai dit jusqu'à brûler. Non, mais ça C'est un être humain. J'ai dit jusqu'à brûler, monsieur, il faut Et pousser. il continue à administrer ses Non, non, Dieu à merci. donner Non, Jérôme. Dieu merci. Non, mais il ne peut plus. Quand C'est il fini, fait il a ce abandonné. choix, il abandonne. Non, mais donc, Il ça, abandonne. il n'est Il plus jeune, donc abandonne. il n'est qu'un pantin. alors, Donc, finalement. monsieur, il faut aussi, Ben Dieu oui, merci. il n'est qu'un pantin. Dieu Si vous ne merci. pouvez plus administrer le village en donnant un choix. les rites et tout ça. Son choix de vie, il a décidé d'être Dieu merci, chrétien. il est n'est rentré. plus. Dieu merci, on a frappé le tambour. Ah, il est- On a frappé le tambour là où Alors, il est fallait. revenu. Il est revenu. Non, on ça, lui a il dit, est inconstant. voici ta place. Donc, monsieur il faut pousser, c'est ça aussi avoir une femme. Dans une chefferie, lorsque vous regardez ce père qui donne la responsabilité, il va apprendre à son fils à savoir gérer les contradictions, à savoir gérer la conciliation. Parce que dans une famille, c'est pas tout ce qui rentre dans le même sens. Dans une famille, c'est pas tout ce qui regarde vers la même direction. Il faut savoir prendre les différents avis, les différents points de vue des différentes personnes. Donc, je pense que ici, cette femme qui se plaint à tort. Et j'ai toujours coutume de le dire, je le dis sur ce plateau, les femmes qui croient qu'elles sont monogames, que leur mari est seulement à eux seuls, se trompent. Non, on parce croit qu'on ça. a signé monogamie. Allez voir dans les quartiers, ce sont eux qui construisent des maisons femmes, ce sont eux qui entretiennent Il y a encore des des petits. hommes fidèles. Elles vont dire oui, ça se tient dehors, mais les conséquences sont Il plus y a encore des hommes lourdes. fidèles. Les conséquences, Vous vous rappelez l'histoire de Jean? oui, les conséquences, Même à une femme. les conséquences sont plus lourdes que ceux qui ont accepté Bon, d'assumer j'ai une question leur pour Chalamé. polygamie. Non. Donc, Non, parce monsieur, qu'on question. assume la polygamie. Bon, vous avez 2 femmes. Vous êtes fidèle à ces 2 femmes. D'accord. Oui, ou même à Donc, toi. en étant polygame, Non, Flora, en la étant règle est polygame, celle-ci. vous soignez votre infidélité. Je veux savoir. La règle est celle-ci. On ne compte le nombre des enfants de l'homme que quand il meurt. Voilà. Donc, la D'accord. polygamie Et donc, Dominique- n'arrange rien alors. Dominique va également prendre la parole Polygamie pour n'arrange rien. dire ce qu'elle pense de l'histoire de ce matin. Qu'est-ce que vous dites à cette femme, Dominique? Je vais d'abord lui dire que son mari n'a pas été honnête. Son mari n'a pas été honnête dès le départ parce qu'il savait consciemment qu'il allait finir là. Pourquoi mettre cette femme dans cette position et ne pas lui dire dès le départ que, très cher, comme tu vois, là, on va finir par être polygame. Il aurait pu le lui dire. Maintenant, quitte à elle de voir si elle va s'embarquer dans cette histoire ou non. Mais maintenant, à la femme, je vais lui dire vraiment de ne pas déranger. Elle ne doit pas déranger. Quand on se marie avec un homme, on doit être prête à tout. C'est pas parce que je suis pour la polygamie. Je ne suis pas pour ça. Mais maintenant, il y a des familles dans lesquelles quand on entre, on sait comment ça se passe. C'est comme ça. Maintenant, c'est à vous de voir. Quand on se met avec quelqu'un, on doit être prêt à faire des concessions. Elle doit faire des concessions. Oui, votre mari est notable. Vous le laissez pour ça. Après tout le temps que vous avez passé ensemble, tout ce que vous avez construit, vous allez être la reine-mère. Vous allez commander les autres. Ça, c'est déjà quelque Voilà. chose de bien. Non. Oui, Non, il y a... non, là encore, à ce niveau, il y a un Elle peut bémol. être reine- Ce niveau, reine là, il y a un mère. bémol. Reine-mère. On devra faire de vous. Ce n'est pas vous qui vous considérez comme la reine-mère. Voilà, La troisième parenthèse, elle se comporte tellement bien qu'elle vous remplace. Donc, c'est ça, Ah c'est le bon? bémol. La polygamie a des C'est pour ça que je vous ai dit que dans ce rebondissements. paramètre, Ce n'est pas maintenant, automatique. C'est automatique. Chalamé. Vous êtes reine-mère. Ah bon? Ah non, Non, c'est autant bien le... au comportement. C'est bien au Aimez comportement. votre femme, aimez votre femme. Vous pouvez être infidèle, mais automatique. vraiment... Arrêtez. Jusqu'après la polygamie ne résout rien. On va lire quelques messages ce matin avec vous, Florazé. Messages de nos téléspectateurs qui eux aussi souhaitent avoir voix au chapitre, ce qui est tout à fait normal. Hein, je ne vous le reproche pas en tout cas. Allez-y.
Première réaction à Berthois, celle de Nadine ce matin. Elle dit le monsieur dès le départ devait se préparer à une éventuelle notabilité, donc aurait choisi la polygamie dès le départ. Il doit négocier avec sa femme qu'il surprend aujourd'hui. Rien ne dit qu'elle n'aurait pas accepté cela au départ. Voilà, je suis d'accord avec Nadine. Autre réaction ce matin. Pourquoi toujours croire que c'est la culture occidentale qui est la meilleure? Nous sommes bantous et chez nous, la tradition ne rigole pas. Que cette femme reste tranquille et comprenne la situation. Et en plus, les femmes ont tendance à croire que la polygamie est cruelle juste à cause des biens de la terre. C'est Christian Abouya qui réagit. Voilà, merci. Mais sauf que c'est ça qui crée les ennemis. Qui corrobore vos chiffres ce matin, vos statistiques de ce matin. J'ai encore mes trois mamans, qui sont issues de la polygamie. Elles vont ensemble dans les deuils, elles causent ensemble, elles passent des journées ensemble, elles ont un comptoir, elles discutent. C'est la polygamie aujourd'hui. C'est la polygamie. En cherchant un partenaire, on a eu des adversaires. Nos femmes sont moins des mères, des épouses que des partenaires, c'est plus des adversaires. Ouais. Et lorsque vous avez un adversaire qui passe le temps à vous contrôler, rassurez-vous, vous allez finir comme Holyfield ou alors comme Mike Tyson. Sur un ring de boxe. Oui, c'est ça, 80% des foyers polygamie, c'est ça. Hein. Mais oui, pas la polygamie, la monogamie. Oui, allez-y, Florence, lisez les messages, je vous en prie. Oui. Alors, une autre réaction de Didier Ayassa. Il réagit, il dit par rapport à l'histoire du jour, ce couple a faussé les bases. Parce que la femme savait que son mari sortait d'une famille royale, pourquoi s'engager, qu'elle assume, et même l'homme savait qu'il était un enfant uni, pourquoi donc avoir perdu le temps à cette dernière? Enlevez l'affaire de famille royale, s'il vous plaît. Enlevez l'affaire de famille royale. On a vu des hommes qui, au cours de leur vie, il y a des hommes qui aiment les enfants. Hein. Vous avez parfois, vous pouvez être dans une situation où votre femme ne parvient plus à vous faire. Votre femme ne vous a fait que 2 ou 3 enfants. Elle ne parvient plus à concevoir. Elle a des difficultés. Vous voulez toute une équipe de football? Monsieur, il faut possible. Vous vous retrouvez à faire. Il y a des familles où on aime les enfants. Vous allez voir, oui. Il y a des familles dont vous vous mariez pour la famille ou pour Charles Il est le seul garçon, c'est que je dis que donc vous le seul garçon, s'il a une femme, c'est petit. C'est petit. Donc, il y a des familles où on aime les enfants. Moi, je connais Jean Cousin, monsieur, il faut possible. Il aime quand j'ai dit 8 femmes, Florence a sur ce plateau. Allez-y, même si ça l'encourage, 3 4 femmes. Voilà. Mais ne prenez que des femmes que vous êtes sûrs de pouvoir vous occuper. Voilà. Je pense que la femme doit changer de régime pour adopter la polygamie ou alors elle demande le divorce aussi. Hein. C'est Salomon à PK 14. Donc elle a le choix. Oui. Autre réaction ce matin, la vie est un choix en plus. Les personnes, par des contraintes psychoculturelles, ont adhéré à des passions plus pires que la mort. La polygamie est la législation masculine de la prostitution. La tradition demande la concentration d'énergie, donc une seule, et non la dispersion, donc plusieurs. La femme citée est victime. Bon, la personne, c'est Olivier Alopome qui dit la femme, dans l'histoire du jour, la femme est victime d'un coup d'état préparé contre elle, bien avant le décès du père, avec l'aval de son époux. Olivier Alopome qui réagit. Mais qu'est-ce qui fait croire aux gens que lorsque quelqu'un a 8 femmes, forcément, il couche avec toutes les femmes là? Non, et qu'il est dispersé. Il est dispersé. Comment? Mais dans les chefferies, les chefs ont vous pensez le chef couche avec 200 femmes? Non, ils ont mais attends, là c'est différent. Qu'est-ce qui vous dit? Parce qu'on a dit polygamie, là, vous devez être polygame. Non, c'est-à-dire, comme on a dit polygamie, à l'immédiat, vous devez être polygame. Mais dites-nous alors, dites-nous quand monsieur peut rester 15 ans. Totalement. 15 ans avec la même épouse. Il y a une hypocrisie occidentale que qui m'insupporte, je la supporte pas du tout. Ces hommes qui se pavanent avec l'égérie de la monogamie et qui gèrent 15 maîtresses. Oui. La vérité, c'est que j'ai jamais compris cette hypocrisie. Et les femmes, justement, acceptent cela. C'est ça. Parce que j'ai demandé ce matin tant que pour elle, elle est seule chez elle. Oui. Ça la rassure. Oui, monsieur. Dans qu'elle a l'alliance. Oui. Elle a signé son mariage, elle la rassure. Oui. Donc mon mari peut, oui. Des choses
tourner comme il tourne, il revient. Voilà. Non, ce que je dis, c'est que est-ce que la polygamie arrange dans le problème des Est-ce que c'est parce qu'il revient qu'il vit forcément l'amour avec Non, toi? est-ce que la polygamie Charles même Batchou arrange ce problème d'infidélité? Vous avez deux Flora, époux. c'est- Allez-vous vous contacter Flora, des deux épouses ou non? L'infidélité est occidentale. C'est une D'accord. expression Pas dans notre occidentale. Merci beaucoup. La réponse est à Florazé ce matin. Merci de ne pas la museler, parce que ce qu'elle dit a un sens tout à fait, c'est normal. Oui, mais on lui disait seulement que fidélité n'existe On pas pose dans une notre question lexique. pertinente. Oui. Merci On beaucoup. va s'arrêter là pour cette histoire de ce matin, madame, monsieur. On va se retrouver dans quelques minutes, quelques secondes seulement pour la coulée de Charles Hamel. À tout de suite, transition. Je m'interroge ce jour sur la question de la malgouvernance dans ce pays. On ne cesse de parler de malgouvernance, mauvaise gouvernance, qu'à la fin on se perd. Je m'interroge sur les principes qui fondent la démocratie en Afrique, même si au Cameroun, on parle d'une démocratie à fort élan présidentialiste. Excusez-moi du peu, même si on ajouta encore démocratie dictatoriale. Dites-moi vraiment qu'est-ce qui n'a pas marché ou qui manque à notre chef de l'État afin de développer efficacement le Cameroun aujourd'hui. Comment comprendre le fait que nos dirigeants ne réalisent pas qu'un pays très endetté ne puisse dans un avenir proche devenir émergent s'il n'opte pour une politique tout autre? Comment comprendre le fait que le Cameroun tout entier paye à cause des politiques de gouvernance mal conçues, mal pensées et très mal appliquées par les pontes de ces régimes véritables sabitaux? Nous étions en 2018 lorsqu'on se battait encore pour revoir au mieux réviser les projets de loi, pour réviser les lois de finances 2018. On se retrouve, après avoir, n'est-ce pas, lancé ce projet de finances 2019, à réviser une seconde fois. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Problème de gouvernance. Comment comprendre le fait qu'il n'existe pas de culture de bilan au Cameroun? Jamais on ne fait le bilan. Jamais on ne nous dit où est-ce que ça a commencé, où est-ce que cela s'est arrêté. Que non, on ne cesse de dire tout va bien, tout est en train d'avancer, tout se porte pour le mieux, même si les yeux voient le contraire. Comment comprendre le fait qu'au Cameroun, les ministres arrivent, font ce qu'ils veulent comme ils entendent, jusqu'à ce qu'on les enlève, avec comme seule crainte de se voir convoqués par le tribunal criminel spécial, sans aucun juge, pour dire « regardons un peu ce qu'il a fait, ce qui devait être fait et ce qui a même été fait ». Comment parler de bonne gouvernance avec une classe politique d'une autre sensibilité, vieillissante et inefficace, avec les ratés que les Camerounais connaissent aujourd'hui? Parce que trop de ratés, parce que trop de constats faits sur les échecs. Mais Dieu merci, c'est ceux-là qui échouent qu'on essaye d'envoyer, qu'on promeut, qu'on élève parfois avec la mention État, ministre d'État. Comment comprendre qu'aucun ministre de ce gouvernement, qu'il s'agisse du ministre de l'économie, de la culture, des finances, de l'agriculture, du tourisme, de l'éducation, de la santé, de l'emploi, de la communication, des postes de télécommunications, des transports, des affaires sociales, de la justice, n'ait présenté depuis des années aux deux assemblées du pays un projet de loi de réforme? Oui, c'est important de mettre les sur la table des projets de loi de réforme. Il faut réformer, mais non. Il faut dire c'est à une autre chambre de pouvoir penser et d'envoyer à l'Assemblée nationale pour ce que vous savez. Comment comprendre que tous les secteurs de ce pays soient touchés par l'épineux problème de la malgouvernance? Éducation, sécurité, santé, justice, infrastructure, agriculture et même culture et tourisme. Et quand on parle de sécurité, il faut bien ajouter la mention sécurité sociale. Comment entrevoir le bout du tunnel devant cette spirale de mauvaise foi gouvernementale qui sublime le fait que le mal du Cameroun est le Camerounais au plus bas de l'échelle, jamais ceux qui sont au sommet? Comment entrevoir le bout du tunnel à travers l'organisation de fêtes permanentes, la distribution à ciel ouvert de l'argent liquide, les contributions pour des meetings géants, les multiples messes d'action de grâce pour remercier le Créateur? Comment le Cameroun, dont le système politique est très stable et fortement structuré, en est-il arrivé à ces pires formes de déprédation
qu'on ne voit que dans des régimes délités et incontrôlables? Comment comprendre l'inertie et l'affectation des 2/3 du volume des actions de notre gouvernement dans des futures réunions, manifestations festives, séminaires, colloques, forats, pose des premières pierres, construction des clôtures et autres missions de renforcement des capacités? Peut-on parler de bonne gouvernance dans un pays qui n'a réussi qu'à produire 2 types de monstres, le savant de pacotille et l'héritier politique? Peut-on parler de bonne gouvernance face aux commissions parasitaires qui gravitent autour des grands projets, les missions à l'étranger, les somptueuses limousines offertes aux responsables, sans compter le mode de vie extravagant des prestataires des marchés publics? Peut-on parler de bonne gouvernance dans un pays gangréné par la distraction des fonds, violation de la réglementation dans la passation des marchés publics, livraison partielle ou fictive, déficit de caisse, cessation irrégulière ou distraction des biens meubles de l'État, engagement des structures de l'État dans les dépenses manifestement ruineuses, octroi des avantages indus, surfacturation, certification des états financiers dont certaines prestations se sont avérées fictives dans les entreprises publiques, non-reversement à la CNPS des cotisations sociales, recrutement irrégulier du personnel, non-prélèvement ou non-reversement des impôts et droits de taxes par les gestionnaires de fonds publics, dépassement non autorisé des crédits budgétaires. Comment comprendre les agences, les commissions, les comités mis en place pour favoriser la mise sur pied des principes de bonne gouvernance dans ce pays? Rien à rien, sinon que rien, parce qu'au finish, ce n'est que le dépannage des petits copains. Voilà, de l'approximation qui découle de la mauvaise gouvernance, approximation volontaire, voulue. Dans cette gouvernance au Cameroun, on se pose bien cette question parce qu'on voit très bien qu'il y a de nombreux faits qui donnent raison à ce flanc de réflexion, puisque lorsqu'on parle de mauvaise gouvernance au Cameroun, beaucoup croient qu'en fait, on est en train de sortir un sujet en l'air, alors qu'on voit bien qu'il y a des conséquences fâcheuses dans la gestion quotidienne des affaires du pays. D'abord, on va questionner, comme vous l'avez dit, le volet corruption, le volet trafic d'influence, le volet dépendance à un pouvoir, le volet des réseaux, qui ont tout fait pour matraquer l'action publique au Cameroun. Et au final, les conséquences sont comme on le voit, les Camerounais n'ont pas le minimum, l'accès à l'eau potable ou l'accès aux besoins sociaux de base, aller à l'hôpital et se soigner convenablement, pouvoir manger à sa faim, pouvoir avoir une électricité de bonne qualité ou bien régulièrement tout au moins, pouvoir avoir des routes qui marchent. Donc voilà des choses qui permettent de mesurer que la situation est très grave. Alors bon, Bengan, comment vous commentez et appréciez cette situation? À 2 niveaux. Le premier niveau, c'est sur le plan, j'allais dire, technique. Oui, il peut arriver qu'un gouvernement ou qu'une entreprise réajuste son budget, mais ça se justifie. Qu'est-ce qu'il y a eu entre-temps? On justifie, on explique. Mais ici, on vous dit, ah oui, on n'a pas évalué les recettes vont... Non, vous savez bien que ça devient la navigation à vue, où il y a des choses qu'on veut nous cacher. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le 2 octobre 2018, Samuel Eto'o a fait venir Ahmad ici pour que le président de la CAF dise au président de la République lui-même que aujourd'hui, le Cameroun n'est pas à mesure d'organiser la CAN. Et c'est au courant de cette année, de ce mois d'octobre, que le chef de l'État a donné les orientations pour le budget 2019. Et le chef de l'État était également engagé en campagne électorale parce qu'il était candidat et sûrement il savait qu'il allait gagner les élections. Donc, tout était mis en œuvre sur sa table pour bien agencer le budget 2019. Comment se fait-il donc au milieu de l'année, on fait des réajustements? Première chose, ça veut dire qu'il y a une navigation à vue. Ça veut dire donc ce que Charles Hamel veut dire là, c'est que nous ne savons pas mettre en place, il y a un problème de management. Ou pour reprendre les propos de Babi Sakana, l'entrepreneur en chef semble être surpris lui-même par les évolutions de l'actualité. Pourtant, il a un tableau de bord pour. Donc, c'est pour cette raison que vous allez vous rendre compte que celui qui dirigeait le programme national de bonne gouvernance est quelque part à Kondengi. Vous vous rendez compte? Et l'autre chose, il a dit peut-être en déflairant un peu,
on n'arrive toujours pas, et là je parle du contrôle supérieur de l'État, à nous dire à quel moment parle-t-on de détournement des deniers publics? À quel moment parle-t-on de fautes de gestion? Est-ce que les fautes de gestion peuvent amener en prison ou pas? Vous voyez, on est dans un tourbillonnage où on n'essaie rien du tout. Et chaque fois, le gouvernement vous dit toujours, veut rassurer, veut rassurer, veut rassurer. Bon, malheureusement, il n'y a pas d'assurance possible. Parce que si vous vous rappelez également très bien, le 31 décembre 2003, le chef de l'État fait un discours à la nation où il regrette justement la politique énergétique du pays. Mais le 4 janvier 2004, un groupe d'intellectuels sort, ils se déclarent comme les intellectuels guetteurs d'avenir, des éclaireurs de conscience. Mais ils vous disent qu'il n'y a que lui. Vous voyez, c'est un peu terrible, mais ça ne commence pas d'aujourd'hui, hein, ça ne date pas d'aujourd'hui. Même en 87, si vous lisez Cameroun Tribune numéro 3773, c'est un numéro spécial, c'est ce mercredi 14 janvier 87. Donc le président de la République fait un tâtonnement, mais Cameroun Tribune vous dit, la démocratie s'affirme, l'économie se renforce. C'est pas possible. Donc au moment où on commence même à parler, où ça doit y être tout, le ministre des Finances de l'époque commence à vous dire que maintenant vraiment, en fait il avait dit exactement ceci, parce qu'il faut dire les choses comme ça avant de commenter. Il avait dit, je le cite, les solutions du FMI sont des solutions de choc. Et les pays qui ont recours ne sont toujours jamais sortis de l'auberge. Fin de citation. Donc, vous voyez, parce que le président venait de dire non au FMI. On vous dit comment le payer. Mais quelques temps après, en mars, on vous dit on est entré au FMI. On ne sait même plus. Vraiment, comme vous voyez là, c'est la crise économique mondiale et tout. Alors qu'on était un pays à revenu intermédiaire, on commençait donc à sombrer. Voilà un peu. Donc, les constats rassurants du chef de l'État ne date pas d'aujourd'hui. D'accord. Alors que tout va mal. Oui. Et autre signe de navigation à vue, c'est, comme vous l'avez dit au tout début de vos propos, cette augmentation de l'assiette de notre loi de finances 2019 qui quitte de 4 850 à 5 212 milliards de francs CFA. Soit, c'est que lorsqu'on l'a élaboré, on n'a pas suffisamment senti ce qui allait se passer en 2019. Soit, c'est comme vous l'avez dit, on fonctionne au gré des conjonctures, on fonctionne en navigation à vue, on n'a pas de boussole claire sur ce qu'on veut faire sur une année. Et puis, lorsqu'une conjoncture devient compliquée, on fait un rétropédalage et malheureusement, on en arrive là où nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut faire un an. Parce que dans l'augmentation des recettes, et beaucoup ne le disent pas beaucoup, on semble beaucoup apprécier M. Motazé parce qu'il y a près de 54 milliards de francs CFA d'augmentation de recettes sur le plan fiscal, mais on oublie qu'on va faire un emprunt de 240 milliards de francs CFA c'est un emprunt qui ne sera reversé nulle part pour rembourser la dette voilà, extérieure. pour rembourser la dette. Et dans le même temps, on nous signale d'ailleurs, et ça qui est tout à fait terrible, c'est qu'il y a des ministères qui vont subir des coupes budgétaires. Pour enflouer d'autres. Pour enflouer d'autres. C'est terrible. On ne comprend pas comment on a fait pour, au départ, faire voter une loi de finances comme celle à l'Assemblée nationale pour que, quelques mois après, en milieu de, même pas qu'on est à 2 mois, on est presque sur la fin d'année, puisque en juin, on entame déjà le second semestre de l'année, on est presque sur la fin pour qu'on vienne changer tout et qu'on fasse chamboulement. Alors, Chalamel, vous dites que c'est grave. Monsieur Eric Fopoussi, c'est extrêmement grave. Vous vous rendez compte que à l'heure où on est en train d'exiger ou de demander que, n'est-ce pas, l'accès, les différentes voies, les routes et tout soient aménagés, on se rend compte que en 2018, on devait avoir des routes, on avait tous les plans. On nous a dit, vous aurez des routes, des accès au stade, des accès aux différentes infrastructures, les accès aménagés. Rien n'a été fait. Que 2019, on nous le dise la même chose, qu'il y ait une coupe et qu'on fait un rajout au ministère des Travaux publics, qu'on fasse un rajout au ministère des Sports, vous vous rendez bien compte que l'objectif, c'est bien la CAN ou peut-être la CHAN qu'on est en train de manière voilée à essayer de renflouer quand on fait ces budgets et qu'on se retrouve à mettre encore un 50 milliards. Donc vraiment, il faut à un moment donné se poser tout un tas de questions. Regardez toutes ces différentes, monsieur Fopoussi, commissions, tous ces différents comités qui naviguent, histoire de lutter contre la corruption et de favoriser la bonne gouvernance. Si on prend la NIF, les conclusions de la NIF, ça a apporté quoi? Les conclusions de la CONAC, ça a apporté quoi? Les conclusions du compte suprême, ça a apporté quoi? On les rend pourtant publiques.
À quel moment décide-t-on de frapper? On est allé, le révérend Massinga est allé jusqu'à demander même, donnez-moi la possibilité d'ester en justice pour pouvoir appliquer ce principe de bonne gouvernance. Jusqu'à aujourd'hui, on a dit, c'est au chef de l'État qu'il faut transmettre. Il y a un programme national de la gouvernance, de la bonne gouvernance. Bon, sauf que les gens sont en mauvaise foi. Il n'a pas été, c'est pas quand il était là que ça a été, c'est quand il était à l'université de Douala qu'il a les deux bois. Oui, c'est vrai, mais il devait donc pas être là-bas. De mauvaise foi, mais c'est qu'il a par exemple fait antérieur à son poste, justement. Vous ne pouvez pas avoir prêté serment pour être dans la bonne gouvernance, même si on l'envoyait à l'IRIC ou n'importe où, vous devez donc continuer avec le principe de bonne gouvernance. Non, peut-être qu'à l'époque, on le nomme, il n'est pas encore épinglé par la justice. Il ne doit pas être épinglé par la justice. Il ne doit pas, même s'il quitte, il va même au lycée. Je veux juste dire que ce qu'on lui reproche, en fait, c'est qu'il était au PNG, mais le voilà en prison. En faisant comme parce que c'est au PNG qu'il a volé. Non, c'est pas au PNG qu'il a volé. Il a volé avant d'y être. Il était à l'université de Douala. Voilà. C'est là-bas qu'il a volé. Je vous comprends. Je veux dire le fait qu'on vous dit que vous êtes lavé de tous les péchés. Vous ne devrez plus pécher. En plus, c'est vous qui êtes l'éducateur. Oui. Vous avez fini, Non, Bobo a voulu ajouter quand même un peu d'eau dans le vin, c'est toujours on va revenir à vous, parce qu'il y a une pause qui s'impose. Madame, Monsieur, merci de rester avec nous sur Equinox Télévision. Voilà, retour sur ce plateau, Madame, Messieurs, nous sommes le lundi 3 juin 2019, on vous l'a dit il y a 2 ans. Je suis dans l'eau de Monseigneur Benoît Mbala, qui était donc au cœur de l'actualité au Cameroun et au cœur des railleries, malheureusement. D'ailleurs, on en parle ce matin avec le cœur serré, puisqu'on avait atteint le plus haut degré de l'ignominie dans ce pays. Et donc, il y a 2 ans, on se rappelle de cela pour que plus jamais ça n'arrive dans ce pays et qu'on ait le respect de la dignité humaine et que nous soyons dans une attitude responsable envers les personnes qui sont décédées ou envers les personnes qui vivent aussi. Parce que parfois, on voit qu'on traite nos contemporains de manière parfois tout à fait regrettable et exécrable. On va démarrer cette deuxième partie avec quelques messages que vous envoyez avec vous, Florazé, pour les lire pour nous ce matin. Alors, autre réaction par rapport à la colère de Charles Hamel, M. Priso a Deido réagi. Il dit également que c'est au cours de l'élection présidentielle 2011 qu'un opposant disait pendant la campagne des présidentielles que si pendant 30 ans le régime en place n'a pu rien faire, ce n'est pas en lui rajoutant 7 autres années qu'il fera donc quelque chose. Le résultat est là aujourd'hui, après 2011, devant chaque Camerounais. Ce régime a tout simplement échoué, nous dit M. Priso à Deido, qui réagit ce matin. Que c'était en 2011 qu'il le disait. Oui, il l'a cité. Mais sauf qu'on a rajouté 14, hein, c'est pas seulement 7. Autre réaction ce matin, la malgouvernance dans notre pays est un problème sérieux et préoccupant. Notre gouvernement joue avec la volonté des Camerounais de voir le pays se développer. Et il rajoute que chacun joue également sa partition et ainsi tout ira pour le mieux, car il faut noter que le pays est riche et a beaucoup de bénédictions. C'est Joël là, qui réagit à Loubaba. Charles Hamel a une manière de vous regarder, je me pose Ok, allez-y, Florazé. Autre réaction ce matin, le Cameroun se laisse aller. C'est comme une école sans remise de bulletins, université sans diplôme, aucune évaluation des ministères ni de projet de vote. Aucun ministère ne rend compte à sa hiérarchie. À la fin d'année, nos yeux sont fermés à ce temps avec la hausse justement de recettes en 2019. C'est Lookman de Marois qui réagit ce matin. D'accord, malheureusement. En tout cas, on voit très bien que cette augmentation du budget de l'État ne fait pas que fait beaucoup de mécontents, parce que, vous savez, les Camerounais sont désormais très attentifs de comment leur argent est géré.
l'argent du contribuable camerounais est géré et on voit bien qu'on va dépenser 240 milliards de francs CFA, comme vous l'avez dit, Chalamel, pour rembourser la dette. Déjà, on s'endette Ça veut dire que cet pour argent rembourser une n'entre pas. dette. Cet argent n'entre pas. Oui. Cet argent ne créera pas de richesse. Cet argent va juste rentrer pour ressortir Oui. le lendemain. Bon, et ils appellent ça en langage technique le service de la dette. Absolument. En langage technique, bon, Oui, oui. vous savez. Ok, alors on va demander à, je ne sais pas si c'est à Florazé ou si c'est à Dominique ou Yengelek, Oui. de se prononcer sur cette question. D'abord, vous, Florazé. Oui, je crois Oui. qu'un testateur l'a dit. Oui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être dans un gouvernement ou dans un système où on ne planifie sur rien et où justement on n'a pas de priorité. Oui. Et où justement on ne rend pas compte. Vous savez que on est à ce niveau parce que justement, c'est la tolérance administrative qui Comment nous a... pensez-vous qu'on puisse lutter efficacement contre je la mauvaise crois- gouvernance? Non, je crois Vous que c'est un pensez problème de les mesures- personne. Vous pensez que les mesures prises jusqu'ici pour lutter contre cette mauvaise gouvernance, Non, rien. la mise en place de la NIF, la CONAC, le Constupé, tout ça, vous pensez Non, que rien ça- donné. Vous savez, avant, Qu'est-ce qu'il faut avant, on s'était dit que c'est peut-être les programmes ou justement les concepts qui étaient peut-être mal élaborés et tout. Non, il faut être honnête, dire ce sont les personnes qui dirigent, les personnes qui impulsent les dynamiques, qui, elles, ne sont pas de bonnes personnes et ne sont pas justement des personnes à l'endroit où il faut justement Comment on pour fait donc impulser pour, la dynamique. Eric, il faut pousser, il faut changer, il faut tout reformer. Et je suis d'accord avec ceux qui pensent que ce sont nous, les hommes, nous, les personnes, qui posons un problème. Parce qu'avec autant, je veux dire, d'influence, ou alors avec autant de programmes qu'on a élaborés tout au long de la semaine dernière, quand on clôturait le mois de mai, Chalamel est revenu sur un nombre de chroniques et de programmes qui ont échoué. C'est-à-dire qu'à peine ces programmes ont été évalués, je veux dire, à peine ces programmes ont été posés sur du papier, que c'est morné. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu le bout du tunnel de ces derniers. Pourquoi? Mais parce que des personnes, justement, s'engagent à dire non, s'engagent à faire en sorte qu'il n'y ait pas un bout de tunnel. D'accord. C'est ça le véritable Alors, problème. Il faut changer les personnes. je veux juste vous Ce dire- sont les personnes qui posent problème. Hier, j'écoutais le professeur Jean Baébek qui disait qu'il serait mieux dans ce pays de mettre en place une loi de la bonne gouvernance qui ferait en sorte qu'on va définir des champs et des sanctions. Alors, il proposait que si un fonctionnaire, haut fonctionnaire qui gère un dossier et que du fait de sa mauvaise gouvernance, le dossier qu'il gère foire, par exemple, on devrait pas seulement faire payer à l'État le manque à gagner, mais également couper son salaire en deux pour qu'une partie du salaire soit versée à la caisse de l'État pour réparer ce préjudice causé donc à tout le monde. Alors, j'ai pensé que c'était un peu trop dur parce qu'après... Non, bon, non, mais non. après, Ça allait oui. être même la suite de ce que vous les juristes appellent les prisons de production. Oui. Est-ce que c'est normal qu'un détourneur de deniers publics condamné à 20 ans d'emprisonnement ferme puisse ses 20 ans en prison? Non, on peut muter ça truc en travaux d'intérêt commun. D'accord. Est-ce que c'est normal que de 1986 à 2016, on dise que le Cameroun n'a pas d'argent, mais les services spécialisés de la BA Mais, vous disent Bombo, que les particuliers ont plus d'argent que des Bombo, je entreprises. vous entends. Et parmi ces particuliers, Bon, les fonctionnaires. je vous entends. Je suis d'accord. Mais avec est-ce vous. que Mais sauf que, est-ce que ce type de mesure, au final, ne va pas créer une forme d'injustice parce qu'il y a des fonctionnaires qui sont de bonne foi, qui commettent des erreurs de bonne foi. Les fautes de fautes de Quand gestion, vous êtes de bonne foi, vous êtes en mesure de justifier. Je parle de ceux qui sont dans les régies financières. Transparence, oui. Lorsque vous faites un redressement fiscal en l'entreprise Bombo et compagnie, et c'est normal, si c'est vraiment des fautes, vous avez au niveau de l'administration qui vous emploie comme fonctionnaire, on vous donne 10-15%. Donc c'est normal que si Bombo voulait jongler avec le fisc, il voulait jongler avec la douane, et chaque fois on me fait des remontrances, et s'ils font ça, ces fonctionnaires-là, ils ont leur pourcentage. S'ils construisent, si ça leur permet de construire des immeubles, où est le problème? Puisqu'ils pourront justifier la provenance de cet argent. Par exemple. Très bien. Oui, Charles. Alors, monsieur Defopoussi, Mais est-ce qu'avec j'ajouterai le à système- cela l'une interdiction formelle au chef de chaque département de remodifier ou de modifier la structure des départements. Vous avez, rappelez-vous de l'ère du professeur, maintenant
Bapes, à l'époque de Louis Bapes, rappelez-vous à son époque, oui, M. Eric Fopoussi, on avait modifié toute la structure. Ça veut dire de la base au sommet, c'était ces gens. Il avait positionné tout, c'est-à-dire tout Scipion. C'est ça, parce que ça aussi. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé à Sonar. On va en parler. C'est ça aussi. C'est ce qui s'est passé. C'est ça aussi, M. Eric Fopoussi, qui va permettre à libérer et empêcher un certain type de choses, qui va permettre la méritocratie. Savez-vous que les vacations, tous ceux qui ont eu à faire les vacations en 2014, 2015, 2016 n'ont pas perçu leur argent, M. Eric Fopoussi. Il a fallu que Mme Nalova, on peut lui tirer ce coup de chapeau, soit arrivée pour demander à tous les enseignants, c'est-à-dire ceux qui sont partis de Melon, par exemple, pour aller surveiller les compositions, parce qu'une vacation, c'est de 8h à 12h, et après 12h, c'est une deuxième vacation. Ceux qui ont supervisé les vacations, ceux qui sont partis de Melon pour superviser à Konsamba, c'est de Marois pour aller superviser en Gaoundéré, tous ces gens sont priés de venir toucher où? À Yaoundé. Donc il faut se déplacer pour aller à Yaoundé toucher 2014, 2015, 2016, monsieur Eric Fopoussi. Alors c'est une forte centralisation des choses, même si on peut le reconnaître ça, mais c'est une centralisation exagérée. Il faut arrêter ça. L'administration est toujours centralisée. Oui, mais c'est parce que... Voilà les correcteurs. Non, mais c'est parce que il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais, Chalamel, il s'agit d'un scandale. Ça veut dire que Madame le ministre n'a aucune confiance à ces départementaux régionaux. C'est ça, justement. Elle n'a pas confiance. Elle n'est pas certaine que ces gars-là vont remettre l'argent à ses correcteurs. C'est vrai, c'est un type de comportement. La même chose se passe avec la grande muette. Oui. Moi, j'ai eu des hommes en tenue qui sont à la retraite, n'ont pas l'argent. Il y en a qui ont fait des missions, n'ont rien, n'ont pas d'argent. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y en a qui m'ont passé. Moi, j'ai fait le tour. Oui. À Beya, c'est eux qui, quand ils mettent son béret vert ou rouge, pour faire, ils disent, allez dire, moi, j'ai fait mon clando. D'accord. J'ai fait telle chose, n'a pas. Donc, en fait, c'est un problème de comportement. C'est un problème de comportement, de morale publique qu'on doit insigner à chaque citoyen. Mais sauf que, comme chez nous, on ne nous a pas appris à respecter la devise paix, travail, patrie. Donc c'est chacun, le Cameroun va voler, c'est chacun qui donne ses... J'ai été transporté par justement un gars, il fait ses vacations entre Limbe et Douala. Mais absolument. Il est tranquille. Oui, bien sûr. Mais j'étais surpris, il dit, mais c'est pas possible. Ces gens-ci sont censés avoir tout l'argent du monde. C'est interdit, mais il te dit, mais j'ai pas non, mais oui, mais le gars, si, quand on avait un contrôle, il dit, ah, moi c'est tel, là. Voilà. Sa voiture passe. Voilà, tout à fait. Merci. On va s'arrêter là pour cette affaire de bonne gouvernance. On va, Florazé, avec vous, prendre votre revue des réseaux sociaux. Vous savez, je salive déjà juste à l'entendre dans mes oreilles. Les sujets sont brûlants. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire ce matin. Tout à fait, vous avez raison. Tout décortiquer. Vous avez raison, Eric Fopoussi. Trois informations. La toute première, on revient justement sur ce vendredi noir à la Sonara. Je rappelle qu'on est à Limbe avec cet incendie. Rappelons que également pour cette date du 31 mai vers 22h, plus précisément, donc l'explosion d'un des fours de distillation de la Sonara, donc qui entraîne donc l'incendie de 2 cuves de stockage. Et il faut le rappeler très vite aussi, donc les vidéos de cuves, on voit donc en flammes, font le tour des réseaux sociaux, des médias, d'énormes dégâts également enregistrés, mais une enquête a été donc instruite. Rappelons que le gouvernement dans sa communication reste aussi très prudent. Rappelons qu'à travers la voix de René Manuel Sadi, l'incendie serait donc d'origine technique. Les enquêtes en cours instruites par le gouvernement permettront d'en déterminer avec exactitude les causes. Également, on a le directeur général Simon Djonou qui lui annonce aussi la suspension provisoire des engagements justement sur... contractuelle sur justement à travers cet incendie. Rappelons également que les populations, en tout cas les Camerounais, se sont posés d'énormes questions sur notamment l'impact que pourrait avoir cet incendie sur la vie des Camerounais, notamment à travers les différents prix actuels des produits, si ça allait changer ou pas. Également, on a eu une petite note comme quoi ces prix, les prix actuels des produits pétroliers restent inchangés malgré l'incident. Il faut pousser. Donc, on est là, on attend en tout cas les attitudes
des enquêtes, justement, instruites à propos de cet incendie. Un vendredi noir qui restera ancré dans la mémoire des Camerounais, en tout cas. D'accord. Je rappelle que d'abord, hier, sur haute instruction du chef de l'État, le Premier ministre, M. Ndion Gouté, a réuni dans ses services à la primature quelques ministres, le ministre de l'eau et de l'énergie, le ministre des mines, de l'industrie et du développement technologique, le ministre de la Défense et le ministre de la Communication pour cette affaire, accompagné du PCHD de la Sonara, donc l'autre réunion. Il y a eu un communiqué de la Sonara qui a dit qu'un cas de force majeure va faire en sorte qu'évidemment, ils ne puissent pas réaliser les bons de commande qu'ils ont, signés de son DG, Monsieur Jean-Paul Simon Djonou. Il y a également ce communiqué de la Total qui est arrivé pour dire que non, il n'y a pas de problème, il faut que les Camerounais soient tout à fait rassurés sur ce qui va se passer. Il y a également eu ce communiqué de la communication, M. René Emmanuel Sadi, qui a dit clairement que c'est un incident mineur et que le gouvernement fera tout pour mettre en place évidemment tout ce qu'il y a à faire et surtout attenser tout ce qui s'est dit autour. D'abord, première chose, il faut dire que le ministre parle d'une cause accidentelle. On ne va pas ici faire un débat sur... il y a eu deux versions, les causes. Pardon? Il y a eu deux versions. La quelle? première version, c'était une panne technique. La deuxième était une panne accidentelle. Donc, Accidentelle. il faut, voilà, donc Moi, il je faut pouvais dire que c'est deux une versions cause- du gouvernement. Voilà, accidentelle. Mais dans le même temps, il faut dire qu'on a reçu beaucoup d'informations. Hein. C'était un tout petit peu... c'était dans tous les sens. D'abord, il y a eu ces sécessionnistes qui ont revendiqué cet incendie. Marc Barretta. Voilà, Marc Barretta, merci Chalamel, qui ont revendiqué cette affaire. Il y a également eu, dans un premier temps, vendredi, des soupçons sur Eneo, parce qu'il en disait que c'est une surtension qui avait fait ça, il n'en était vraiment rien. Alors, nous avons recoupé nos informations, je vous dis ça après, évidemment, après. Alors, sur ce qui s'est dit autour. Alors, il y a également, parce qu'il faut qu'on signale aux gens, hein, comment tout ça se passe, il y a également des commentaires qui sont arrivés pour dire que on aura forcément des conséquences sur les prix des produits pétroliers à la pompe et que évidemment il pourrait y avoir de pénurie avant qu'il y ait eu toute cette batterie de communiqués pour venir justement rassurer les Camerounais. Mais je voudrais juste dire une chose, c'est que le Cameroun en termes de carburant, il faut le dire tout de suite, le Cameroun n'est pas que, on va dire, dépendant de la Sonara. Le Cameroun a une bonne part de son carburant qui vient de l'étranger, donc il y a une importation sur le sol camerounais et il y a une structure qu'on appelle la CSPH, la Caisse de stabilisation des produits pétroliers, qui est chargée un tout petit peu de stabiliser, on va dire comme ça, les prix. D'ailleurs, le FMI chaque fois nous fait le tape sur le doigt pour qu'on réduise. Et le Cameroun a continué à réduire au fur et à mesure, même si ce n'est pas encore au niveau attendu par le FMI. Alors, je voudrais, Baro Bengan, vous demander une question, vous poser une question, pardon. J'ai appelé tout ce qu'il y a comme technicien responsable à Sonara tout le week-end. J'ai eu au téléphone tout le week-end des techniciens et de la Sonara. J'ai eu des gars de la SNH, des gars de la CSPH, des gars de la SDP. Mais je n'ai pas compris quelque chose. Tous veulent bien me dire ce qui s'est passé à la Sonara avec cet incendie, mais personne ne veut l'assumer de manière publique dans un média. Pourquoi ça fait autant peur de parler de cette affaire? Parce qu'il y a un brin de vérité qu'on veut cacher. Et personne ne veut assumer. Même pas les retraités d'hier ne veulent pas assumer. Et précisément parce que, comme l'a dit Charles Hamel, comment aménager, vous avez vu, Total parle, tout ça, comment amener le peuple à, j'allais dire, à contenir ce qui est grave. Oui. Donc le premier problème, c'est de vous dire que ce n'est pas grave. D'accord. Je vous rappelais tout à l'heure comment en 87, le chef de le Cameroun Tribune titre « L'économie se renforce ». Et quand après on vous dit non, il n'y a pas eu ça parce qu'on était en crise économique. Vous voyez un peu. Donc en fait, il se passe que, le monde c'est un accident ou quoi, tout ce que vous voulez, c'est un refus de continuer la modernisation de la Sonara qui nous a amené là où on est. On a beau vous dire que oui, même
en URSS, même en Russie, même aux États-Unis, en France, les raffineries peuvent... Oui, il peut y avoir des accidents. Mais il faut dire que la Sonara a été inaugurée en 81 par Amadou Ahidjo. Oui. Avec une fausse orientation. Est-ce que justement, dans son plan de déroulement, le fait que la Sonara ne puisse pas raffiner le pétrole camerounais ne pose pas un problème? Ça pose un problème. Oui. Ça pose un problème. On vous dit, vous avez le pétrole de bonne qualité. Mais on va raffiner ça ailleurs parce que ça nous permet de vendre, d'avoir beaucoup d'argent et d'acheter notre pétrole qu'on va raffiner ici. Mais pourquoi alors? Il fallait donc laisser. Pourquoi raffiner? Il fallait donc ne pas créer des raffineries, de manière que puisque tout le monde veut avoir notre pétrole, on vend le pétrole, on récolte l'argent, on investit. On ne crée pas de raffineries. C'était aussi simple que ça. Mais vous dites, vous raffinez, vous créez une entreprise qui va raffiner le pétrole, mais pas votre pétrole. C'est une mauvaise orientation. Ou alors, c'est une orientation de la mafia. Et tout était orienté par F. Aquitaine. On ne peut pas refuser de le dire. Est-ce que c'est pas ça qui fait problème? Le fait que le pétrole a toujours été de tous les temps des enjeux de guerre, de rébellion dans beaucoup de pays. Est-ce que justement le fait qu'il y ait cette omerta qui est imposée ne vient pas de là, des grands enjeux qui sont autour de cette affaire? Oui, c'est ça justement. Et comment éviter la guerre ici? Les Camerounais sont matures. Même lorsque l'administrateur directeur général de la Société nationale des hydrocarbures, Jean Assoumo, père son âme, avait dit qu'il ne peut rien expliquer. Les Camerounais ne peuvent rien comprendre du pétrole. C'est le chef de l'État seul qui peut comprendre quelque chose dedans. Les Camerounais se sont tus. On a dit, bouffez votre part, mais donnez-nous au moins un peu. C'est pour ça que l'État a pris l'engagement, comme vous l'avez dit, de subventionner les produits pétroliers. Là, c'est une bonne chose, même comme c'est une mesurette. Le problème fondamental, c'est qu'arrivé à un moment, il y en a un qui vient et dit, il faut moderniser la Sonara. Nous allons commencer à raffiner notre pétrole. Et les processus commencent. Mais quand on le met en prison, Charles Métou, quand c'est lui qui le remplace, il sait bien qu'il avait validé ces orientations-là. Celui qui le remplace s'appelle Ibrahim Talba Mala, qui est désormais au marché public. Tout à fait. À l'époque, venant de la Caisse de stabilisation des produits des hydrocarbures, il siégeait au conseil d'administration de la Sonara et actait et validait toutes les orientations. Quand il vient dire, c'est ça qui a mis Métou en prison, donc moi je ne modernise plus. Est-ce que la Sonara est... Parce que j'ai lu quelque chose quand même d'assez terrible. Hein. Vous savez que le DGA de la Sonara, le DAF, la DAF, la Direction administrative et financière de la Sonara, est entre les mains des Français. Est-ce que cette entreprise est contrôlée par les Camerounais? Non. Oui. Non, je vous dis non. Si quelqu'un veut, on peut faire un débat dessus. Lorsque Métou engage justement la modernisation de la Sonara, le directeur adjoint de la Sonara, qui est le représentant de Total, il a dit qu'il ne peut pas fonctionner avec lui. Il ne peut pas. Il a dit, clairement, il a dit qu'il ne peut pas. Quand il est parti, quand on a levé Métou, quand on l'a mis en prison, il est revenu. Mais vous voyez quelle orientation qu'on fait. Et le chef de l'État ne dit rien. Donc, le pétrole camerounais, la Sonara ne contrôle pas. Et pire encore, ceux qui ont mis ces installations de la Sonara, parce qu'on voulait aussi ouvrir un autre procès dessus. C'est-à-dire quoi? Le gars, il dit, pour moderniser, on va reprendre la même entreprise qui avait mis les installations pour venir voir et refaire tout ce qu'il y a lieu de faire. On lui dit non, fais un appel d'offres. Il dit, mais comment? Votre voiture Mercedes ne peut pas avoir un panne. Vous faites un appel d'offres. Ce n'est pas Toyota qui viendra réparer la Mercedes. Vous rentrez chez Mercedes pour lui dire qu'on avait acheté cette voiture chez vous. Même vous, quand vous avez votre voiture en panne. Mais comme chez nous, au Cameroun, quelqu'un peut rouler dans sa Mercedes alors que c'est le moteur Carina qui est dedans. Donc voilà un peu ce qui arrive à la Sonara aujourd'hui. Donc c'est un problème de management, de malgouvernance que dénonçait Charles tout à l'heure. D'accord. Puisque M. Talba Mala laissé, il a dit, je ne touche pas. Les installations commencent à aller là où elles allaient, c'est-à-dire la ruine et tout et tout. Quand on consent maintenant de les lancer, de relancer, on juste dit la phase 1, de 6 et 6. Juste dire aux gens que c'est grave ce qui s'est passé là. Alors bon, pour tous ceux qui rassurent là, parce que j'ai écouté des anciens de la SCDP qui me disent que non, il y a des fois la Sonara arrête de travailler pendant 8 mois. D'abord, on ne ressent pas oui, c'est vrai, mais même ça, ils ont raison, mais même ça, lorsque nous disions tout à l'heure que nous ne contrôlons pas, ça veut dire que même les cuves de stockage, que ce soit la SCDP ou la Sonara même, à un moment,
chaque fin d'année, lorsqu'on revient faire les révisions, on arrête. Mais il y avait les stocks. Quand même qu'on pouvait. Mais là, même, on pouvait les améliorer. Or, on n'a jamais voulu améliorer le volume de cette eau pour que ce soit plus consistant. C'est comme il parlait de l'huile de palme dernièrement. Vous savez que même la Socapam n'a pas de trucs de stockage pour une période bien déterminée. On ne va pas continuer sur ce parce que c'est très technique, mais on va revenir sur le cas des risques parce que sur ce qu'on maîtrise mieux nous ici sur ce plateau. Alors, il faut dire que, et là c'est grave, hein, c'est comme on le voit à Ambedi, sous la haute tension, les gens ont construit comme ils veulent. C'est comme on le voit ici à SDP, ici à Douala, les gens ont construit. Vous jurez que si un jour cette affaire s'y explose ici à côté, même Equinox peut être impacté. Hein. Même Equinox, ça va souffler jusqu'à Equinox. Hein. Et les gens roulent, les voitures roulent n'importe comment à côté des raffineries et tout. C'est la même chose, comme on disait au côté. Ne laissez pas les gens construire au lieu où vous appelez fret aéroport. Ils sont dans il y en a même qui ont construit sur les canaux qui viennent de la SDB. Donc ça veut dire qu'on a frôlé la catastrophe à Limbé parce qu'il y a ce matin 4 hôtels, pas moins, qui ont vu leurs vitres souffler. Non, le ciel, ils sont remplacés par nature. Le ciel est en train de nous punir. Le ciel est en train de nous punir. Oui. Il y en a, nous avons le chantier naval ici, une industrielle. On a enlevé le DG qui, lui, pouvait faire quelque chose. Voyez là où se trouve le chantier naval. Nous avons la Sonara. On enlève un DG qui veut nous ramener notre raffinerie. On sait là où c'est. La même chose reviendra peut-être avec la Sonel et la Sodecoton. Je ne suis pas un prophète de malheur, mais je comprends à peu près comment l'entrepreneur en chef oriente mal les orientations. Mais ce sera grave. C'est le début. On a commencé avec la Camaraille. Il faut dire une chose, avec la Camaraille et cette affaire des écarts qui a fait tellement de morts et qui a puni la Camaraille. On a eu Camerco et Camerco, ça ne finit pas. Maintenant, nous avons la Sonara. C'est le fleuron. Vous avez fait quelque chose de grave. C'est le fleuron. Prenez en 10 secondes, si un câble de 220 000 volts de haute tension tombe, en 10 secondes, vous savez quel dégât ça peut causer? Le périmètre de sécurité, que vous qui avez relevé ça. Les gens construits sous les hautes tensions sans respecter dessus. 10 secondes seulement. C'est un câble de 220 000 volts tombe sur vous. Mais comment les gens ont réussi? Puisque j'écoutais un technicien encore qui me parlait à Neuf, il me disait, normalement dans les raffineries, on doit construire les maisons à au moins 5 km. Mais absolument, ils savent ça. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de titre foncier. Ils sont là à 3 comment ils ont pu construire à côté de la Le laxisme de l'État. En 81, lorsqu'on construit, il n'y a pas d'habitation. Mais pourquoi on permet qu'on vienne construire à côté, y compris les hôtels? Tout à fait. C'est encore plus grave. Et je sais que là, il y aura un combat avec les assureurs. Peut-être comme ils ont pris les engagements. En tout cas, il y a une jeune femme qui nous écrit ce matin pour nous dire, de Limbé, pour nous dire qu'actuellement, c'est la débandade totale. Là aux alentours de la Solara, puisque le feu n'a pas été maîtrisé, c'est ce qu'elle nous signale. Débandade totale là-bas. Donc on nous a, je veux dire, pas menti, mais nous dire que ça a été maîtrisé quand même comme ça. Je rappelle que dans d'autres pays, lorsqu'il y a une telle catastrophe, je rappelle, c'est au moins un mois pour terminer le feu. Par quelle magie on a réussi au Cameroun en un soir? Il y a un proverbe qui dit qui peut voir la mort et rester là. Tu peux voir la mort venir et rester. Voilà, donc, alors, Chalamel, c'est quand même terrible qu'on nous dise ce matin que le feu n'a pas été maîtrisé. Monsieur Eric Fopoussi, vous savez, Mbok l'a dit tout à l'heure, le plus important c'est de rassurer. Il faut d'abord rassurer. On a vu une ruée au niveau des pompes, monsieur Fopoussi, chacun venait avec le bidon en disant, pardon, charge le véhicule, charge mon bidon, le gars en train d'arriver. Cette ruée a commencé à Yaoundé, ça doit là s'enchaîner partout. Avant qu'il y ait eu ces sorties, je vais vous dire que même la SDP a dit, et les gens de la SDP ont dit que les bons de commande cette semaine, il n'y aura pas de problème. Parce que c'est chargé, il y a l'équipe, donc tous les bons, ceux qui ont passé vont être livrés, mais à partir de la semaine prochaine, il peut, ont-ils dit, monsieur Fopoussi. Est-ce qu'il y a un lieu de s'enflammer? Est-ce qu'il y a lieu de s'activer? Il faut mettre des points d'interrogation. Lorsqu'on vous dit, parce que là, monsieur Fopoussi, je tiens à préciser que ceux aussi que j'ai eu à contacter dans cette zone, monsieur Fopoussi de Limbé, ont fait comprendre que les multiples coupures, vous savez, les fours, on n'éteigne pas et on n'allume pas les fours n'importe comment. Les fours, lorsqu'ils sont arrêtés, ils sont arrêtés, mais les coupures intempestives peuvent endommager le système
système. Même si à l'immédiat, il ne déclenche pas, il viendra un jour, il va déclencher, il va pouvoir déclencher. Et on précise bien que dans toute cette zone de Limbé, il y a eu 5 coupures en l'espace de 2 heures. Comme si l'enfant était assis, il allumait, il éteignait, il allumait, il éteignait. Alors imaginez-vous en 2 heures. Comme le Sonara, c'est incroyable. Imaginez-vous en 2 heures. Là aussi, ça nous amène à poser une autre question. Pardonnez-moi, un chat dans la gorge. Est-ce que dans le processus de réhabilitation, comme il était prévu, ils n'ont pas de générateur? Et qui doit prendre de manière automatique. Donc, des deux cas, il y a des questions qui se posent. Était-ce un sabotage? Il faudrait bien qu'on mène des enquêtes. Alors, mais vous dire que le feu a pris sur 3 km, monsieur Eric Fopossi, parce que ça, il faut le dire. 3 km, sur une distance de 3 km, ça suppose que, et c'est parti d'un nœud avant de pouvoir s'étendre. Alors, vous avez des gens qui vivent à côté, vous avez des hôtels qui ont été construits. Vous voulez dire qu'on n'a pas vu ces hôtels? Faites un tour maintenant sur le long de Cambrai, le long de la voie ferrée. Vous allez vous rendre compte que les maisons, et pas des moindres, et pas des moindres désormais, avant c'était des maisons en dur, maintenant c'était des maisons en carabote, maintenant c'est des maisons en dur. Donc c'est pour vous dire qu'au Cameroun, on ne connaît pas ils n'ont pas de ils n'ont pas de titre foncier. Comment ils font pour construire là-bas? Moi je ne sais pas, dans ce pays où il y a un laxisme qui est étonnant. Les gens n'ont pas de titre foncier, mais ils viennent s'installer, ils construisent sans que personne ne leur dise quelque chose. Mais ce n'est pas possible. Alors, Chalabel, vous avez dit avec la question de la tension, mais je dois dire quand même quelque chose. Également reçu un technicien qui explique que la Sonara a un problème. Il dit que normalement dans une société de raffinage, il ne doit pas avoir de bureau là-bas. Ça veut dire que normalement, là où est installée la direction générale de la Sonara ne doit pas être proche de là. Ça veut dire quelque part ailleurs. Dans les bureaux civils, les civils ne doivent pas cohabiter avec les turbines et tout ça. Première incongruité. Il dit quoi? Il dit que les voitures qui passent là doivent être réglementées. Il y a un appareil qu'on fixe sur les véhicules pour qu'ils puissent passer devant ces choses-là. Quand il y a passé cette machine-là, forcément, il y a des risques d'incendie. Et d'ailleurs, beaucoup actuellement soupçonnent que ce soit justement une de ces voitures qui soit à l'origine de cela. Donc il y a beaucoup de choses. C'est à peu près pourquoi on nous dit de ne pas faire des appels à côté d'une station-service. Tout à fait. Donc il y a tout ça qui compte, des mesures. D'ailleurs, vous dites ça, bon, Bengan, dans toutes les stations ici, sur le pompiste numérique au téléphone, dans ce pays, personne ne respecte rien. Alors Florence, oui, allez-y. Oui, non, je crois qu'il faut alerter parce qu'après la Sonara, il peut y avoir un autre incendie. Nous avons les zones industrielles un peu partout, à Bonabéry. Alors, je veux vous dire, j'ai fait un tour. Durant ce week-end, je crois que c'était samedi, je faisais mon petit jogging. Oui. Il y avait une odeur bizarre. C'est-à-dire qu'on avait l'impression qu'on était en train d'inhaler du poison. Vous savez qu'au niveau de la zone industrielle, là-bas, ça pour ceux qui connaissent bien, c'est bon. Enfin, il y a quand même des traces. Oui, c'est-à-dire que tout le monde avait la main sur les narines. Et on se demandait d'où provenait cette odeur âcre. Tout le monde le sait. C'était bizarre. Il arrivait des jours où la fumée envahissait le lycée d'Oyac. Et on faisait sortir les élèves. Et les gens habitent là. Sont là. Oui. Les femmes, il y a des restaurants. Les gens font de la cuisine, etc. Vous allez loin. On a 6 cacao. On a par exemple, voilà notre point, on a 6 cacao. Donc, après la Sonara, il peut avoir un autre point. Si j'aime beaucoup l'odeur là. C'est pas le chocolat. Tu penses que c'est bon? Oui, mais non, c'est nocif. Mais c'est invivable. Non, c'est nocif, mais vous savez, c'est un peu quand on était petit, quand les camions Belnave faisaient leur tube d'échappement, avec la fumée, le tube d'échappement là, l'odeur, c'est toxique, mais on aime l'odeur. Aujourd'hui, je crois qu'à 3 km là, à Limbé, il y a dans les populations, il n'y a pas d'électricité. D'accord. Est-ce que jusqu'à quand ils vont vivre dans cette situation? On va sortir de ce sujet avec Dominique. On retrouve des populations qui habitent à côté justement parce qu'il y a des personnes qui vendent le terrain. Et on sait tous que lorsqu'on acquiert un terrain, il y a des procédures pour qu'on vous donne des papiers. La plupart de ces personnes qui sont là-bas ont des papiers. Et il y a les personnes accréditées, les personnes habilitées leur donnent les papiers. Donc on ne peut pas forcément en vouloir à ces populations-là parce qu'on a toujours des personnes qui sont là. Peu importe que les vies soient en danger, tant qu'ils ont leur argent,
D'accord. Non, mais il faut aussi dire à ces gens qui vont s'installer là-bas, c'est pas seulement l'État aussi, c'est vrai que l'État a sa responsabilité, mais je dois quand même dire qu'il y a des Camerounais qui n'ont plus peur de rien. Il veut dire, à un moment donné, sont quand même un tout petit peu intelligents. Vous allez construire sous une haute tension que si demain ça fait un jar, vous ferez comment? Non, mais dans ce pays, les gens doivent au moins quand même mettre de Bon, j'ai vu le maire de Loum aussi être très, très enragé après, à travers les cases, où il demandait justement aux populations, mais comment vous pouvez venir construire sur un domaine qui ne vous appartient pas et tout. Bon, j'ai vraiment aimé cette réaction justement à travers votre débat. On doit avoir des personnes. Moi, j'ai quand même aimé cette... Le drame, c'est que c'est ceux qui sont censés respecter la loi qui eux-mêmes enfoncent la loi. Vous allez dans toute la zone de Bonapriso, vous allez à Bonandior, vous allez dans une partie de Bali, vous allez à Bonamoussadi, ce sont ces mêmes boss, ce qu'on met boss B-O-2-S, qui construisent sur les draps. Ce sont ces mêmes personnes. Donc c'est connu, monsieur le Faux, vous avez des magistrats. Il y a 4 hôtels. Je ne veux pas les citer, mais c'est très... à côté de la 4 hôtels qui ont été touchés par cet incendie. Ça veut dire que, puisqu'il faut dire une chose, c'est pas seulement l'incendie, c'est l'explosion. Hein, parce que l'explosion a été... Je veux dire, ceux qui ont vécu ça disent que c'était assourdissant, que c'était grave. Donc, le souffle a sifflé les vitres de 4 hôtels qui sont à la façade là-bas, dont des très grands hôtels qui font souvent les publicités à la télévision. Je peux dire comme ça, malheureusement. On va comprendre bien. Merci. On va s'arrêter là pour ce matin. On va s'arrêter là et prendre d'autres informations. C'est vrai qu'on a quand même mis beaucoup de temps sur cette affaire de Sonara. Vous comprenez qu'il y a beaucoup de choses à dire, même si on n'a pas totalement épuisé le sujet, puisqu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire, parce qu'on nous a dit de ne pas dire ça. Et donc, on va se taire là-dessus en attendant que l'enquête officielle puisse déterminer si oui ou non il y a une main criminelle ou si c'est simplement accidentel. On verra très bien. Je rappelle que pour être complet, que le PADEC de Jean de Dieu Momo a fait un communiqué pour attribuer justement au MRC la responsabilité de cet incendie. Il dit que le MRC a commandité cet incendie pour la Sonara et que justement il faut dissoudre le MRC. Des choses comme ça. Non, mais écoutez, ce qui me dérange, c'est que lui, il est ministre. Et il me souvient que lorsqu'il a eu sa fâcheuse interview sur une chaîne nationale au Cameroun, on avait dit qu'il a parlé en tant que président du PADEC. Mais je dis qu'à un moment donné, quand même, on ne peut pas dissocier sa casquette du PADEC à celle de ministre. Il est ministre et la justice. Et son collègue a dit que c'est accidentel. Lui vient dire autre chose avec un son peut-être que l'accident est causé par le MRC. À ce moment qui s'explique, qu'on le met en examen. Par exemple. Oui, qu'on le met avec en des examen. preuves à l'appui. On était dans un état de droit. On le met en examen. Il apporte les preuves. Ok, donc on va s'arrêter là. Florazia, on continue. Oui, il faut aussi, le week-end était vraiment chargé sous tension avec également ces marches du MRC déjà annoncées. Donc, et les militants, les partisans ont donc respecté cette date du 1er juin. Donc, on a vu dans les villes de Douala, Yaoundé, Bafoussam et même à Tonga aussi, on a vu donc des Tonga. On a vu... Vous me décevez. Non, mais Chalamel est là pour moi. Alors, ils sont à nouveau descendus dans les rues, dans certaines villes du pays, à l'appel du MRC, également partie du Maurice Kamto, une grande mobilisation qui avait été annoncée puis respectée. Alors, ils demandent la libération de leur leader Maurice Kamto et de celle de plusieurs dizaines d'autres personnes interpellées. Rappelons que cette mobilisation également avait été interdite par l'administration camerounaise, qui elle également est très critiquée par sa position. Ça régitait aussi en rapport aux manifestations publiques. Le week-end était vraiment sous tension. On a quand même eu des militants du MRC sur le terrain revendiqué. Et puis, on enregistre également des arrestations à l'appel. Et puis, selon le collectif des avocats, plus de 350 militants, on le rappelle, et sympathisants du parti de Maurice Kamto, dont le vice-président national Mamadou Mota ont donc été interpellés pour cette date du 1er juin 2019. Et il faut poursuivre. Je rappelle, ils revendiquent, pour ce week-end, ils ont revendiqué la libération de leur leader Maurice Kamto et de plusieurs autres dizaines, en tout cas, des autres personnalités interpellées. Et puis, ils remettent encore cette mobilisation au 8 juin prochain avec Popoussi. Alors, il y a les images de Douala qu'on n'a pas vues là. Oui, il y a les deux en tout cas. Ils ont les deux. Les images de Douala. Ils ont le paquet, oui. Où il y a évidemment
ces gens qui sont en Dokoti, je rappelle, parce qu'il y a je crois que c'est en Dokoti et au marché Congo. Alors, mais je dois dire une chose, hein, c'est quand même, je ne sais pas, beaucoup de ceux que j'ai rencontrés, que j'ai essayé de contacter pour comprendre cette affaire, m'ont ramené en 92 aux villes mortes. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas? Parce qu'en réalité, le Cameroun a eu, on va le dire, beaucoup de sang versé pour avoir les libertés entre 89 et 92, avec 90 évidemment, ces lois sur les libertés, et puis la session de liberté de décembre 90, oui. Et puis il y a eu cette tripartite. Donc le Cameroun quand même a souffert pour conquérir quelques parts de liberté, et on voit bien que ces libertés sont en train d'être aujourd'hui refusées à ceux qui veulent évidemment l'appliquer. D'ailleurs, c'est un retour en arrière. Donc tous ceux que j'ai contactés me le disent parfois. Et même ceux qui sont du régime, qui parfois ne peuvent pas le dire de manière officielle, le disent clairement qu'on atteint un niveau où il y a tellement de choses qui sont faites et qui sont contre-productives. Parce qu'en réalité, si on encadre les marches comme on le voit partout ailleurs dans notre pays, et on ne s'occupe que des casseurs, ceux qui cassent en réalité, parce que en fait, lorsqu'on veut rétablir l'ordre public, c'est parce qu'on veut éviter qu'il y ait des casses, des personnes qui viennent détruire les biens des gens qui ont des boutiques, qui ont aussi ça. Donc généralement, la police fait quoi? La police empêche les casseurs qui viennent souvent s'introduire dans les marches pour qu'ils ne puissent pas commettre des forfaits. Et c'est à ce titre-là qu'on rétablit l'ordre public. Mais au Cameroun, on a systématiquement vu que lorsqu'il y a une marche qui est annoncée, et d'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui sont violées. Première chose ce week-end, et c'est ça, c'est grave. Il y a le député Nietzsche qui a été complètement assigné à résidence chez lui, alors qu'il se dirigeait dans son village pour un deuil. Je rappelle qu'il est du SDF, il n'est pas du MRC. Quel lien fait-on entre lui qui est du SDF et le MRC? D'ailleurs, c'est quand même tout à fait... Il y a le député Lazare Swap du MRC qu'on a bloqué à la maison Al-Baba. Donc, il devait sortir, c'est vers 4 h du matin, quoi, il y a un dispositif s'est mis autour de chez lui. Donc, toutes ces libertés qui sont bafouées, comme on le voit là, sont en train de faire quelque chose de très dangereux. Alors, vous avez dit ceux qui ont été arrêtés, Mamadou Mota, le premier vice-président. Je rappelle qu'actuellement, ce matin, le MRC est dirigé, du moins dans les affaires courantes, par une femme. Elle s'appelle Tyriane Noah. Et pour ceux qui la connaissent, c'est une femme très dure. Une dame de fer. C'est une dame de fer très très dure, Tyriane Noah. D'ailleurs, depuis hier, j'essaie de la voir, elle multiplie réunion après réunion. Depuis, elle n'a pas au téléphone, elle me dirait que là maintenant, c'est réunion sur réunion. Pourquoi? Parce que le MRC annonce une marche le 8 prochain, c'est l'apothéose. Là, le premier, c'était plutôt des marches dans tout le pays. Actuellement, ils s'engagent pour une marche uniquement à Yaoundé. Donc, les gens vont converger des villes du Cameroun pour arriver à Yaoundé. Donc, c'est pour dire qu'actuellement, on est en train de voir que la stratégie qui est mise en place est plutôt contre-productive, malheureusement. Alors, bon, Bégan, la question que je pose, c'est que est-ce que le MRC en fait un peu trop? Non, il n'a même pas encore commencé à faire. Il n'a pas. Vous savez, c'est vous qui parlez souvent du droit. Moi, je ne m'y connais pas trop. Mais j'aime répéter le troisième considérant de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Apparemment, vous l'avez inscrit dans la Constitution, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le troisième considérant dit ceci, je cite, « Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. » Fin de citation. Donc, en réalité, vous avez parlé d'encadrement. Dans ce genre de choses, la police est là. La police a une direction des renseignements généraux. Nous avons la DGRE, nous avons la sécurité militaire, nous avons les renseignements généraux à la gendarmerie. D'accord. Mais quand eux ils prennent le pôle, pourquoi ne peuvent pas aboutir à la conclusion que, bon, encadrons, laissons les marcher. Ils ont dit qu'ils vont marcher sur 10 km. D'accord. Encadrons, qu'ils marchent, ils rentrent chez eux. Encore que les premières marches vont côté de quoi? Quand la police intervient, les marcheurs s'asseyent. Ils restent là, ils disent on ne provoque pas. Non, mais on a les images de Dokoti où on verse l'eau sur les marcheurs. Voilà, justement. Là c'est donc les forces de maintien de l'ordre qui provoquent les manifestants. Et là, ce n'est pas bon. Non, ils veulent les disperser. Un parti politique qui encadre doit s'organiser. Et qu'est-ce qu'on met dans l'organisation? Quand on vous dit secrétaire national de l'organisation, Talba Mala dont on parlait tout à l'heure, c'est lui le secrétaire à l'organisation au RDPC.
Ça veut dire qu'il connaît le nombre de cellules, de comités de base, de sous-sections, de sections. Qu'est-ce qu'on met dans l'organisation? On met la formation politique dans l'organisation. Et maintenant, qu'est-ce qui met la formation? C'est l'action politique. On ne peut pas empêcher un parti politique de se déployer. On va sortir là. On va dire que les 350 environ personnes interpellées samedi sont en cours de libération au fur et à mesure. Ils ne sont pas tous libérés, mais au fur et à mesure, on les libère. Alors, Floraz, on va terminer. Oui, il faut aussi, on termine avec cette histoire triste et scandaleuse à Koto. On est dans le 5e arrondissement de la ville de Douala avec cette découverte macabre. Alors, on a près de 3 ans, en tout cas, je veux dire, on a retrouvé dans le domicile d'une certaine dame qu'on n'a donc pas encore, je veux dire, dont l'identité, je veux dire, 2 personnes, 2 cadavres de Maggie, déjà 3 ans qu'elle est décédée, la dépouille de la dame, 70 ans. Vous savez, ça, je permets, a été donc retrouvée dans une chambre, oui, c'est vraiment pas bon de voir ça. Du domicile familial. Le deuxième corps, lui également, c'est le même scénario qui s'est produit avec le décès de dame Dorothée, elle, 50 ans. Toujours de la même famille. Donc la cousine, elle, qui conservait ses corps dans ce domicile, s'est basée sur une croyance déjà d'une église de Réveil dont elle fait partie. Donc le pasteur a dit que les deux dames, maman allait ressusciter. Donc elle est donc restée avec cette croyance. Notamment les dames ont rendu l'âme dans la maison. Pour la dame Maggie, c'est 3 ans déjà qu'elle a été qu'elle était justement dans une des chambres de la maison familiale. Et puis dame Dorothée, elle, 50 ans également, a subi il y a 2 semaines le même sort. Et également, on a eu la venue de l'oncle qui lui sortait d'un long séjour en Europe. Lui également est venu et puis est resté dans le silence après avoir justement eu toutes les informations de la part de la cousine. Donc, il n'a donc pas pu garder le silence, a donc décidé d'aller donc alerter les pouvoirs publics qui ont tout de suite assiégé le domicile. Et puis, on a donc eu justement ces 2 cadavres. Dame Maggie qui, elle, était déjà en... c'est le squelette tout simplement qui était visible. Et puis pour dame Dorothée qui était déjà en pétrification. 30 secondes, Chalamel. C'est vraiment triste. On se demande bien comment on en est arrivé là. C'est le triste scénario. En 30 secondes, parce Monsieur qu'on a plus de temps. Je ne sais pas où est-ce qu'on va trouver la force pour pouvoir commenter cela. Comment est-ce qu'elle a fait pour vivre dans cette maison pendant tout ce temps, supporter les odeurs? Vous savez comment elle a utilisé des techniques. Vous savez comment sont ces personnes naturelles. dopées des églises réveillées? Elle priait. Vous savez que ces personnes sont dopées. Quand ces personnes vous parlent... Non, c'est une personne diabolique. Ces personnes sont dans des états... Vous dites parce que Florazé, vous ne voulez pas être en face d'une personne manipulée dans les églises de réveil. Ces personnes sont comme hors sol. Téléguidée, télécommandée. Quand ces personnes vous parlent, charmées, les yeux sont globuleux, les yeux sont globuleux, la bouche est serrée, la voix est totalement vous les connaissez très bien. Non mais ces gens, je ne sais pas ce qu'on leur donne là-bas, mais ces gens-là ont un comportement hors de toute norme. Hein. Il faut en tout cas, c'est l'apanage maintenant. Vous savez, même sur les réseaux sociaux, on nous fait croire qu'il y a des pasteurs, des hommes qui réussissent à ressusciter des hommes et tout. Pas plus tard, il y a quelques jours, il y a un monsieur qui nous appelle depuis Mbanga. Il dit il y a 2 garçons qui étaient en train de jouer. L'un a cogné son camarade au bas-ventre. Il est tombé, mort là sur place. Le pasteur d'à côté a dit non, n'allez pas avec lui à l'hôpital, venez ici, je vais le ressusciter. Ok, d'accord, c'est terminé. On va s'arrêter là parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de temps, malheureusement. Je veux dire que les gens aiment bien ça, on aime bien le spectacle. On va regarder tout de suite interpellation, on va revenir pour prendre ensuite Constille Lamine. D'abord interpellation, ensuite Constille Lamine, je vous en prie. Nous, les jeunes d'aujourd'hui, on attend beaucoup du gouvernement parce que nous, on constate qu'il n'y a rien et que le gouvernement ne fait pas l'effort pour que nous, les jeunes, nous soyons satisfaits. Donc, le gouvernement crée les emplois, beaucoup d'emplois pour les jeunes, nous employés aussi, pour que nous puissions aussi avoir de quoi nourrir nos familles. Puisqu'on dit que la jeunesse, c'est le porte-flambeau de la nation. Nous, les jeunes, nous faisons beaucoup d'efforts. Puisque nous travaillons partout, il n'y a pas d'emploi, on cherche, on fait tout. Partout, on se bat, on ne trouve pas dans le bain skin, on nous dérange, au marché, on nous dérange. Finalement, on ne sait pas quoi faire. On ne facilite pas la tâche. Les impôts, tout ça. Donc, on attend beaucoup du gouvernement.
Ok, bon, Bengan, sur cette affaire. Oui, et dans un état normal, l'interpellation est bonne, mais dans un état comme le nôtre, je dirais aux jeunes, le gouvernement vous abandonnez, débrouillez-vous. D'accord, très bien. Ok, on va s'arrêter là. On va prendre Consti Lamine au plateau B. Consti, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Eric, bonjour à tous les téléspectateurs et un bonjour particulier et un grand merci à tous les parents d'élèves du groupe scolaire bilingue maternelle et primaire Archangel, du côté bien sûr de Bonabéry, ces parents qui ont répondu massivement présents à la cérémonie du 1er juin, du côté bien sûr du groupe scolaire bilingue Archangel, un événement qui a été couvert en intégralité par la radio et télévision Equinox. C'est donc l'occasion de dire merci à tous les parents d'élèves du côté de Bonabéry au groupe scolaire Archangel. Nous allons tout de suite démarrer la communication de ce matin, bel et bien par la présentation et bien entendu les avantages du Von Bio Oméga 3, votre complément alimentaire pas comme les autres. Il faut déjà rappeler à tous les téléspectateurs que c'est important de prendre ce complément alimentaire. Il permet de réduire les complications du diabète, de prévenir les AVC, de réguler le taux de cholestérol dans le sang, de réduire naturellement la pression artérielle. C'est un complément alimentaire également qui permet d'assouplir les articulations pour ceux qui ont les problèmes d'articulation. Le Von Bio Oméga 3 permet également de nous prévenir contre les maladies liées au vieillissement, notamment l'Alzheimer. Il faut déjà rappeler à tous nos téléspectateurs que le prix n'a pas changé. C'est le prix que vous connaissez depuis pratiquement plusieurs mois. C'est donc le même prix qui est donc disponible au point de vente Von Bio Oméga 3 en face du palais d'Ika. C'est bel et bien à Akwa au Cameroun. Et ceux des téléspectateurs qui sont hors de la ville de Douala, qui veulent avoir leur Von Bio Oméga 3, il vous suffira tout simplement de nous appeler à nos numéros de téléphone et de passer votre commande, que ce soit pour les renseignements, que ce soit pour les modalités de livraison. Vous nous appelez tout simplement et nous nous chargerons de vous donner tout ce qu'il y a comme information liée au Von Bio Oméga 3. À côté bien sûr de ce complément alimentaire, vous avez toujours et toujours votre lotion des diabétiques. C'est un lait de toilette pour diabétiques. Il permet de nourrir la peau des diabétiques, de la protéger et bien entendu de l'embellir au maximum. Et ce lait de toilette est également vendu au point de vente Von Bio en face du palais d'Ika. C'est à Akwa, à l'entrée de la rue Mermoz. Alors n'hésitez surtout pas, chers téléspectateurs, nos amis diabétiques, plus besoin d'utiliser n'importe quel lait de toilette. Appelez le concept Salaka pour avoir votre lait de toilette Von Bio Lotion. Merci et surtout agréable séjour à tous les téléspectateurs de cette grande émission et surtout à tous les clients du concept Salaka. Voilà, séjour télévisuel, on imagine. Avec vous, Consti Lamine, on va lire quelques messages florazés pour sortir de ce programme ce matin. Allez-y, je vous en prie. Alors, tous les hôtels autour de la Sonara, les maisons d'habitation ont des titres foncés délivrés par les autorités de la place. Autre réaction, pourquoi autres réactions ce matin, le Cameroun va mal, voilà, pour revenir sur ce commentaire de notre cher ami. Il dit qu'il n'y a que Dieu qui au contraire qui peut sauver le Cameroun. Autre, je suis ingénieur en management des risques industriels. Je ne peux rien vous dire également par message, mais retenons que tout le Cameroun peut prendre feu à tout moment à cause des stations-service. Donc nous sommes en danger, prions seulement. On ne respecte plus rien dans ce pays, nous dit-il. Voilà, merci. C'est ce que nous décrivons tous les jours. Sachant une chose, toutes les raffineries au monde ont leur propre source d'énergie électrique, sauf la Sonara. Deuxièmement, regardez bien les images afin de voir les récipients dans lesquels les sapeurs-pompiers également stocké de l'eau pour éteindre un feu de cette ampleur. Il y a tellement de... voilà, il y a Merline Bafoussam qui dit être très inquiète par rapport à ces différents drames. Je crois que c'est ça. C'était vraiment une catastrophe à la Sonara. Moi qui suis à plus de 7 km de la Sonara, ma toiture a failli sauter. Oh, pauvre Gilles. Qui non, réagit. mais je vous dis, pour ceux qui ont en train de blaguer, les gens sont en débandade totale actuellement parce que le feu n'est pas maîtrisé.
Le système camerounais de gouvernance, plan sans plan, cela s'applique dans la gouvernance, dans la gestion des projets, dans l'urbanisation et bien d'autres. C'est Etoga Patrick qui réagit. D'accord. Voilà. Autre réaction, ceux qui nous gouvernent n'ont pas la crainte de Dieu. C'est Paul Akonsamba qui réagit. Ça va dans tous les sens au Cameroun. Souvenez-vous, il nous rappelle une histoire où le préfet du Moura avait confondu dans la nature avec la prime d'un concours de la ville propre. Sans être inquiété. Ok, merci. On va s'arrêter là. Je rappelle juste en guise de conclusion, je suis très sérieux, en guise de conclusion, madame, messieurs, il y a un aîné qui m'a dit ce week-end qu'il y a 3 secteurs avec lesquels on ne badine pas en gouvernance, où il ne faut pas être approximatif, où tout doit être fait au millimètre près. C'est l'aviation, l'aéronautique, c'est les rails avec Camrail et c'est le pétrole. Dans ces 3 secteurs, quand vous faites une petite erreur, la moindre erreur, tout va enfumer. Et je pense que je commence à donner raison. On va s'arrêter là, madame, monsieur, passez une bonne journée. Que Dieu bénisse le Cameroun. Vraiment.